Vous allez découvrir en vidéo la conférence Pyramides et mystères du monde, organisée par l'INRES en cet automne 2017. Parce qu'il existe des chercheurs indépendants qui s'intéressent à des questions fondamentales liées à l'histoire et aux origines de notre humanité, l'INRES est heureux, en rendant cette conférence accessible à tous, de participer à rendre institutionnelles ces recherches, qui ne sont pas un aboutissement, qui nécessitent d'être confrontés à d'autres théories, mais qui méritent pleinement notre attention. A-t-il existé sur notre planète d'autres civilisations avant ou au-delà de l'histoire que nous connaissons? Et quels savoirs peuvent nous enseigner ces anciens bâtisseurs? Les questions sont posées. Quand on se place dans l'idée d'une plaque pionnière que seraient ces anciens sites, parce que ça ne serait pas simplement la Grande Pyramide, d'un coup ça commence à prendre un relief un peu différent, on l'enterre pour le conserver. Je pense que parmi les derniers monuments qui subsisteront dans le monde, s'il y avait un énorme cataclysme, il ne resterait que la Grande Pyramide. En fait, ce que vous appelez plaque pionnière, c'est des petits indices que nous aurait laissé une civilisation ancienne pour dire hey, regardez, il y a des trucs plus curieux que ce que vous imaginez. Déjà, et d'une, on a existé, voilà ce qu'on a compris, et ce qu'on a compris, on va vous le dire par nos architectures. Mais en même temps, moi, ce qui me pose question là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas signé. C'est le plus bel exemple d'architecture, d'humilité, d'utilisation des mathématiques, de la logistique, de la pensée humaine, etc., qui puisse exister. Et pourtant, c'est si simple. Pour nous soutenir, si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo à vos amis et faites-leur découvrir l'INRES. Si vous êtes nouveau lecteur, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à INRES Télé ou à InExplorer Magazine, les médias de référence sur les frontières de la science, de la psychologie et de la spiritualité, et profitez en vous abonnant de l'ensemble de nos enquêtes, reportages et vidéos sur notre site inres.com. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. On est toujours ravis à l'INRES de voir que les sujets qu'on vous propose attirent toujours autant de monde. Pourtant, aujourd'hui, on va dans du lourd. C'est un sujet passionnant, un sujet éminemment excitant que de se pencher sur les mystères de, comment on pourrait appeler ça, la colonisation de notre planète avant l'histoire officielle. C'est un sujet sur lequel on a toujours un petit peu de mal à entrer parce que les profusions de sources d'informations sont colossales et multiples. Il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de chercheurs auto-intronisés qui avancent des grandes théories. C'est extrêmement difficile de faire le tri, il faut des années. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment ravis ce soir de pouvoir aborder cette question avec quatre intervenants qui sont tous éminemment spécialisés sur ces questions-là, qui ont consacré des années et des années de leur vie à travailler, à enquêter, à mettre en lumière un peu à la façon dont l'INRES le fait les paradoxes de la version officielle, à essayer de décrypter ce que ces paradoxes peuvent signifier, à essayer de proposer des hypothèses qui soient peut-être hasardeuses et extraordinaires, mais toujours étayées sur quelque chose qui puisse être partageable et prouvable. Donc voilà, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous propose d'accueillir notre premier intervenant, Patrice Pouillard. Vous nous rejoignez. Bonjour. Je suis un petit peu décalé parce qu'on revient d'Égypte. Donc voilà, j'allais dire bonsoir. En tout cas, bonsoir à tous et ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser aux pyramides, nous les pyramidios comme on nous appelle. Mais, et ce sont des questions qui sont vastes et qui sont vraiment profondes. Mais moi, la méthode que j'ai choisie pour introduire le sujet, c'est les pierres et du très très lourd, comme disait Stéphane. En quelques mots, Patrice, vous pouviez nous raconter un petit peu qui vous êtes, quel est votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ces sujets? Alors, qui suis moi? Je suis comme vous. Je suis un de ces 7 milliards de personnes qui cherchent et qui se posent des questions. Depuis que je suis enfant, je me pose des questions, plein de questions, et je suis tombé sur ce sujet-là. C'est quelqu'un qui me l'a montré, qui m'a parlé, parce que moi, à la base, justement, sur ce sujet-là, même si je me pose des questions sur tout, je m'en posais pas, parce que on nous répète depuis, je me souviens plus, c'est CM1 ou CM2, que la Grande Pyramide a été construite par des ouvriers, enfin c'était des esclaves avant, maintenant c'est des ouvriers, et il y avait des gens qui étaient très, très compétents, pour lesquels ça posait pas de problème de dire voilà, on a fabriqué ça en 20 ans. Donc en fait, la question était réglée pour moi. Et puis je me suis rendu compte que non, finalement, elle n'était pas réglée, et puis même pas réglée du tout. Et ça, c'était en 1999, donc ça fait un petit moment maintenant.
Et je suis passé par tous les stades possibles, parce qu'il y a plein de gens, comme vous le disiez, il y a plein de gens qui traitent le sujet de plein de manières possibles. Les extraterrestres, l'Atlantide, les machines à lévitation, enfin il y a toutes sortes de choses, avec plus ou moins de sérieux. Et moi, c'est vraiment par le côté intellectuel, pas par la passion, plus par la raison. C'est ça qui m'a poussé à y aller. Et assez rapidement, j'ai reconnu le génie derrière ça, dans le travail de ces gens-là, ce qu'ils ont fait. Et l'humilité aussi, puisqu'ils n'ont pas signé. Parce que, évidemment, pour moi et pour les gens qui travaillent tout autour, on est convaincu que le site de Gizeh, en tout cas, n'est pas l'œuvre des Égyptiens. Bah oui, c'est aussi incroyable que... Alors, en 2 mots, vous êtes scénariste, réalisateur. Oui. On vous doit la révélation des pyramides. Et puis, le nouveau film qui va bientôt sortir, les bâtisseurs de l'ancien monde. Oui. C'est un travail qui est vraiment dans la lignée de ce qu'on aime faire, nous, ici, c'est-à-dire quelque chose d'étayé, de construit, qui ne part pas dans toutes les directions non plus. Je vous propose peut-être de commencer tout de suite par un premier extrait pour les pyramides, justement, pour qu'on parte à la base du sujet, non ? Oui, bah c'est une séquence, c'est un extrait du film. Alors, elle n'est pas complètement terminée parce que le film est en cours en ce moment et il sera fini au début de l'année. Mais elle présente, voilà, parce qu'il y a des travaux d'étalonnage, etc. C'est brut, il y a ma voix, il y a la voix de la narratrice, parce que c'est, pour ceux qui ont vu la révélation des pyramides, c'est une voix de femme. C'est ma partie féminine qui parle. Je trouvais ça bien de faire le contrepoint avec un sujet qui est très masculin à la base, des pierres, des blocs de 200 tonnes, de 400 tonnes découpés. Et donc voilà, tout ce petit extrait plante un peu le chantier que ça a été. On va le regarder et puis on va essayer de comprendre quels sont les vrais paradoxes entre l'histoire officielle et ce qui se voit sur le terrain. Ok. Sur le 30e parallèle, il y a environ 4500 ans, aurait été bâtie la grande pyramide de Gizeh si on se fie à la datation de l'égyptologie. Aucun texte ne décrit sa construction, et pas davantage celle de la pyramide médiane, dite de Képhren, ou de la petite, dite de Mykérinos. En fait, pas exactement. Des fragments de papyrus datés de la fin de la 4e dynastie, découverts en 2013, feraient état du transport de blocs de calcaire de Toura, celui utilisé pour le revêtement de la grande pyramide. Mais rien sur le reste, c'est-à-dire sur les plus de 2 millions de blocs de calcaire provenant d'autres carrières qui la composent. Plus de 2 millions de blocs de calcaire, 230 mètres de côté, 140 mètres de hauteur. Le site de Gizeh est bâti sur un plateau calcaire, composé à l'origine de collines qui ont été rasées, ce qui se voit nettement sur la pyramide médiane. Pour la grande pyramide, on a conservé une partie de la colline, une sorte de pivot géant d'environ 6 mètres de hauteur autour de laquelle elle a été bâtie. On a d'abord réalisé un dallage sur près de 60 000 m², moins la surface du pivot, ce qui a permis d'économiser une grande partie de blocs pour la construction. Mais ces blocs de dallage d'1,5 tonne en moyenne ne sont pas tous identiques et possèdent des formes complexes, ce qui complique leur ajustement. D'autant plus complexe que le sol a été sculpté pour venir y loger ces blocs. C'est un véritable puzzle géant en 3 dimensions. Une fois cette opération effectuée, on a bâti le socle de la pyramide, presque totalement à niveau, comme l'a constaté l'égyptologue Mark Lehner. Il a relevé une différence de seulement quelques centimètres à peine d'un bout à l'autre de ce dallage qui s'étend sur plus de 230 mètres de longueur. On spécule beaucoup sur la manière d'obtenir une telle précision avec les outils rudimentaires qu'on accorde aux Égyptiens, si toutefois ce sont bien eux les bâtisseurs de ce site. Ensuite, on a empilé plus de 2 millions de blocs de calcaire par assises successives jusqu'au sommet. Et là encore, on remarque que la hauteur des assises n'est pas la même et que les blocs possèdent tous des formes différentes, c'est-à-dire qu'on ne met pas n'importe quel bloc à n'importe quel endroit. Travail qui a été effectué avec une précision telle que les arêtes de la pyramide sont constantes jusqu'au sommet. Mais ça se complique. Il manque aujourd'hui les blocs de parement de la pyramide réalisés dans ce calcaire de Toura dont je vous ai parlé. Blocs qui se sont écroulés suite à un violent tremblement de terre au XIVe siècle et qu'on aperçoit encore sur le sommet de la pyramide médiane. Ce qui rendait la grande pyramide totalement lisse à l'extérieur. Cette pyramide a été orientée avec une stupéfiante précision sur le nord géographique, puisque l'erreur n'est que de 5 centièmes de degré. Précision qu'on mettra des millénaires à atteindre de nouveau avec nos instruments modernes. La première difficulté consiste à établir des tracés directeurs au sol avec une telle précision, et la seconde, élever les 2 millions de blocs en étant capable de conserver cette précision. Comment ont-ils fait ? Personne ne le sait.
La base de la Grande Pyramide n'est pas totalement carrée mais très légèrement octogonale. Ce renfoncement est visible sur ces images ainsi que sur les images satellites. Pour des raisons inconnues, la petite pyramide possède aussi cette même étrangeté, mais pas la pyramide médiane. Qu'est-ce que ça implique ? En plus de gérer l'élévation de chaque assise faite de blocs de taille différente, il a fallu gérer ce renfoncement jusqu'au sommet, ce qui complique considérablement le chantier. Car la Grande Pyramide était totalement lisse, à tel point qu'il était impossible de voir l'entrée sur la face nord. Comment peut-on affirmer ça avec certitude ? Parce que dans le cas contraire, au IXe siècle, les hommes du calife Al-Mamoun n'auraient pas creusé un long tunnel dans le corps de la Grande Pyramide, quelques mètres en dessous de la véritable entrée. Ça montre bien que cette entrée n'était toujours pas visible à cette époque. Alors soit ils étaient bien renseignés, soit ils ont eu beaucoup de chance, car le tunnel est creusé sur la bonne face et aboutit précisément à la jonction des couloirs montants et descendants. On remarque au passage dans ce tunnel que toutes les couches intérieures des blocs s'assemblent avec précision, car on a l'impression de se trouver dans une masse de calcaire compacte, ce qui donne une idée du travail global. Selon le professeur André Pochon, mathématicien, physicien et enseignant au lycée du Caire dans les années 30, ce renfoncement aurait permis ce qu'il a baptisé le phénomène de l'éclair, qui signalerait avec précision les équinoxes, comme le montre ce cliché aérien de la Royal Air Force. Ce qui le poussera ensuite à le photographier le 21 mars 1934 à l'aide d'appareils infrarouges, technologie de pointe à l'époque, pour mettre en évidence les différences de température de la face sud, montrées ici sur ces 3 photos prises à 15 secondes d'intervalle. Grâce à ce renfoncement, lorsque le soleil franchit l'arête au moment de l'équinoxe, il éclaire d'abord la moitié de la face sud durant quelques secondes, la séparant en 2 parties égales, puis illumine ensuite la totalité en provoquant ce que le professeur Pochon a baptisé l'éclair. Mais pour certains, Pochon se trompe, car selon eux, les parements de la Grande Pyramide ne possédaient pas ce renfoncement. Pour l'affirmer, il s'appuie sur les quelques blocs de parements visibles sur la face nord de la Grande Pyramide, mais là encore, lorsqu'on enquête, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas d'époque, car les voici photographiés en 1910 par les frères Morton. Malgré une cassure, on voit nettement qu'ils sont en excellent état, en comparaison avec les blocs derrière qui ne sont exposés à l'air que depuis le XIVe siècle. Les voici un siècle plus tard. Ces images valent tous les discours. Raisonnons logiquement. Pourquoi les bâtisseurs se seraient-ils considérablement compliqué le travail en gérant l'élévation de faces renfoncées avec des blocs de tailles différentes pour ensuite venir y placer des blocs de parements plans qui auraient comblé ce creusement? Si le professeur Pochon a raison, je vous laisse imaginer la complexité de conception et de réalisation d'une telle particularité. Passons maintenant à la structure interne, considérée comme un second chantier à part entière selon des architectes qui l'ont étudié. Cette structure interne défie la logique. On passe d'un couloir d'environ 1 mètre sur 1 mètre à une salle de 8,50 m de haut pour 50 mètres de long, dont la fonction, si elle en a une, reste totalement inconnue. La chambre médiane est entièrement réalisée en calcaire. Elle possède un toit en chevron et une niche curieusement décentrée. Cette chambre est uniquement constituée de dalles de granit. C'est le seul endroit de la pyramide où on en trouve, et pas n'importe lequel, toujours du granit d'Aswan à 900 km de Gizeh. Ces dalles pèsent de 12 à 70 tonnes. Elles ont été extraites ici, auraient été transportées par le Nil, hissées 40 mètres plus haut sur le plateau de Gizeh, puis ensuite à 60 mètres d'altitude dans la pyramide pour être très précisément agencées, au point de garantir l'horizontalité et la verticalité de la pièce. Rien que ça, en soi, défie la raison. Il faut gérer ce chantier en parallèle de celui des blocs de calcaire qui composent la pyramide. Pourquoi ? Le coffre, par exemple, est trop gros pour passer par l'ouverture. Il a donc fallu le placer avant d'élever les parois. On pourrait discuter encore longtemps sur la manière de s'y prendre pour manœuvrer et ajuster de blocs si lourds avec autant de précision. Mais parlons de ce que nous apprend l'égyptologie, la partie de l'archéologie qui ne s'occupe que d'Égypte. On aurait employé environ 15 000 personnes pendant une vingtaine d'années pour bâtir la Grande Pyramide. On ne sait rien des outils, on spécule sur les méthodes. On n'en sait pas davantage sur la gestion complexe d'un tel chantier.
Les nourrir, les faire dormir, les soigner, car les pauvres n'auraient porté ni gants ni chaussures de sécurité. Cet immense travail aurait été accompli pour servir de cénotaphe au roi Khéops à sa mort, c'est-à-dire de bâtiment utilisé le temps d'une cérémonie pour permettre à son âme de s'élever dans le ciel. Une fois le rituel accompli, on aurait scellé hermétiquement la pyramide puis transporté sa momie ailleurs. Aucune inscription nulle part, aucune statue gigantesque, aucune signature. À ce jour, il ne nous reste de ce roi mégalomane qu'une petite statuette de 7 cm de haut, et le témoignage parfois délirant d'Hérodote, plus de 2000 ans après, sur lequel reposent en grande partie les thèses de l'égyptologie. Bon, il y a plein de trucs là. Oui, il en manque plein aussi. C'est ce dont je me suis rendu compte là. Mais en fait, voilà. En deux mots, en fait, les différents problèmes qui sont posés par la soi-disant version officielle, c'est quoi? C'est que le côté colossal du chantier, on se dit ça a dû fonctionner comme ça, mais quand on y réfléchit, c'est pas possible. Il y a d'autres éléments? Ça paraît difficile. Par exemple, on était, pour ceux qui connaissent, il y a le temple de Karnak, qui est un temple égyptien, où on a l'entrée du temple de Karnak qui fait 40 mètres de haut sur on dirait une quinzaine de mètres de largeur et sur une centaine de mètres en longueur. Quand on vous le présente, on vous dit voilà, pour construire ça, ça a pris 17 ans. Et de l'autre côté, quand on regarde la grande pyramide, qui elle fait 2 millions de blocs, donc c'est en commune mesure, elle fait 140 mètres de haut, elle est sur un plateau. Alors, c'est simple en fait, ce qui est fascinant, c'est que on a totalement minimisé le chantier de cette pyramide, on a des théories qui n'expliquent pas tout ce qu'on voit dessus. Mais si on devait le faire, c'est des architectes qui arrivent et qui disent voilà, on va vous fabriquer une pyramide au Mont-Roi, puisque c'est pour le roi l'incarnation de Dieu sur terre. Et donc on va aller se mettre sur le plateau de Gizeh. Alors on va d'abord découper la colline, et puis ensuite on va faire un carrelage géant de 60 000 mètres carrés avec des blocs de 1,5 tonnes en moyenne. Mais on va sculpter le plateau rocheux et on va faire des formes un peu complexes parce que ça tiendra mieux et ça résistera en cas de tremblement de terre. Et ensuite, on va creuser un couloir d'une centaine de mètres dans la roche, au fond duquel on va faire une chambre souterraine. Et puis, on va remonter, on va faire une structure. Alors, on est dans un couloir de 1 mètre sur 1 mètre. On vous apprend l'humilité quand on rentre dans la pyramide, parce qu'il faut être courbé. Et on monte, c'est à 26 degrés de pente, donc on ne comprend pas bien la logique de l'architecture. Ça débouche sur une grande galerie qui est en elle-même un chef-d'œuvre de construction et d'ingénierie aussi pour l'assemblage des blocs, qui fait 50 mètres de long, quand même, sur 8,50 m de haut et 2,50 m de large, et qui nous amène ensuite à une chambre haute, où là on a décidé de prendre des dalles de 12 à 70 tonnes qu'on est allé chercher à 900 km en granit, qu'on a hissé tout en haut. Et ça, c'est la première fois qu'on le faisait, et c'est la dernière fois qu'on l'a fait. Et chaque pyramide pose le même problème, mais la grande pyramide, c'est elle qui va bien au-delà, parce qu'en même temps, elle est orientée avec une précision diabolique, on va dire, sur le pôle nord de la Terre. Elle est réalisée avec une précision qui est totalement anachronique, et on nous explique que tout ça, c'est fait pour la gloire d'un roi. Ça, c'est le témoignage d'Hérodote, 2000 ans après, au moins 2000 ans après la date supposée de la construction de la Grande Pyramide, qui a dit beaucoup de bêtises et des choses qu'on a retenues. Alors Hérodote, il est allé voir les prêtres, et les prêtres lui ont raconté des histoires, notamment que la fille de Khéops se prostituait, et que c'était une pierre pour chaque passe. Et donc, quand on voit le nombre de blocs, elle aimait beaucoup son papa. Mais bref, c'est pour dire que voilà, c'est juste le témoignage d'un homme, hein, comme tous, et c'est comme si moi je venais parler des temps du Christ. Il faut remettre ça dans le contexte. Et lui a raconté aussi que sur la Grande Pyramide était noté le nombre les quantités d'ail, d'oignons et de réforts qui est nécessaire aux ouvriers pour travailler. Donc c'est comme si on fabrique un chef-d'œuvre comme ça et on va noter la liste de courses sur tout le revêtement. Je trouve ça un peu absurde, en dépit aussi de l'alimentation, quoi, manger de l'ail, de l'oignon et du réfort sur un plateau à 40 degrés en travaillant tous les jours et en manœuvrant des blocs. Enfin, je vais le dire poliment, mais quand je vois ça, à un moment, il faut arrêter. C'est juste ce qu'ont fait ces gens-là, c'est extraordinaire, mais vraiment incroyable à tous les niveaux. Et là, on ne parle pas de l'aspect mathématique. Et aujourd'hui, on passe devant, on a mis une pierre ici, ah oui, c'est une pierre, mais sans vraiment se poser la question, ni des outils, ni de la manière dont on l'a fait, on est passé des esclaves aux ouvriers. Parce que, il faut que vous sachiez que les ouvriers, dans l'hypothèse académique, ils ne travaillent pas 12 mois sur 12.
Ils travaillent 3 mois par an pendant la crue du Nil parce qu'ils ont 2 métiers en fait. Ils sont, alors peut-être que ça change un peu maintenant, mais avant ils sont paysans. Puis pendant la crue du Nil, il y a 3 mois où ils font rien. Donc à ce moment-là, ils deviennent ouvriers et ils manœuvrent des blocs de 1,5 tonne et ils sont représentés limite en slip quand on regarde, quand on nous montre. Et non, c'est un chantier, c'est très concret, c'est très pragmatique, c'est des grosses pierres. Donc il ne faut pas aller chercher. Enfin, en général, quand on met ça en cause, on nous dit bah oui, vous allez nous sortir les extraterrestres. Non, non, pas du tout. C'est juste un moment de remettre le chantier dans le contexte et déjà se dire qu'est-ce qui a été fait. Mais alors, justement, comment on fait pour travailler là-dessus? Parce que les questions sont là, c'est une évidence, mais mener une enquête sur un sujet aussi colossal qui fait intervenir tant de disciplines, comment on commence à enquêter là-dessus? C'est compliqué. Quel fil on commence à tirer? C'est compliqué. Déjà, on passe pour un dingue auprès de beaucoup de gens parce qu'ils se demandent pourquoi on s'intéresse aux pyramides. Il n'y a pas de chose plus importante dans la vie que de savoir comment on a fait il y a 4000 ans, en fait. C'est ça. Et puis après, moi, comme j'ai pas d'expertise, plutôt que de dire n'importe quoi, je me suis entouré de gens compétents. Et là, par exemple, pour le film prochain, on est allé voir des tailleurs de pierre à l'ancienne qui ne travaillaient pas avec des machines modernes. Donc ils travaillent à la main avec des burins, comme on nous dit que ça a été fait. Et puis après, on voit des architectes, des ingénieurs, des scientifiques, des géologues. D'ailleurs, il y en a un dans la salle. Et c'est comme ça qu'après, on discute. Et à la base, je dirais que c'est comme dans une enquête policière. On peut avoir des intuitions, on peut imaginer des choses, et puis la raison vient valider tout ça. Mais ne rien s'interdire en termes d'hypothèse, ça me semble être la base de la méthode scientifique. Parce que si on commence... Le problème, c'est qu'on est face à des choses qui sont complètement anachroniques par rapport aux outils supposés. Si on commence à dire non, moi j'écarte les machines-outils, par exemple, les outils de découpe alimentés par une forme d'énergie, parce que c'est pas possible, parce qu'on sait très bien que les Égyptiens n'avaient pas d'électricité, il me semble qu'on écarte une partie qu'on raisonne que sur la moitié des choses, parce qu'on part du principe que ça a nécessairement été fait à la main. Et donc après, on essaye d'expliquer l'extraordinaire avec juste un burin de cuivre et une boule de pierre, parce que ça ne peut pas être autrement. Mais en fait, on n'en sait rien. Nous, on a commencé il y a 150 ans, c'était les machines à vapeur, enfin à peu près. Aujourd'hui, c'est les nanotechnologies, c'est allé très vite. Qu'est-ce qui nous dit que ce virage-là ou cette évolution-là n'a pas été faite il y a quelques milliers d'années et que ça s'est perdu? Enfin, je pense que je ne sais pas si vous avez entendu parler de la machine d'Anticythère, mais en tout cas, on a une grosse partie dans le prochain film. La machine d'Anticythère, si l'épave ne s'était pas échouée au large de l'île d'Anticythère. C'est quoi ça, la machine d'Anticythère? La machine d'Anticythère, c'est c'est une des machines les plus perfectionnées de notre passé qu'on ait trouvée. C'est une horloge astronomique. Elle permet en fait de prédire la position des planètes à un moment donné. Mais elle comporte 300 engrenages de bronze, elle est faite avec une technicité extraordinaire. Elle fonctionnerait toujours aujourd'hui, si elle n'avait pas été dans l'eau, elle fonctionnerait. Elle prédit les éclipses, les mouvements du Soleil avec une précision qui est la précision moderne. Et cet objet-là a été retrouvé dans une épave, il est resté pendant 60 ans dans un musée sans que personne s'y intéresse, jusqu'au jour où quelqu'un a dit « Tiens, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans », parce qu'on y voyait un engrenage. Et la science des engrenages, elle fait intervenir d'autres disciplines, les mathématiques. Simplement, prenez une roue de bronze et découpez-la en fait 223 dents égales dans un disque de bronze. Rien que ça, à la base, techniquement, c'est compliqué. Et ça date de quelle époque, cette machine? Ça a au moins 2000 ans. Au moins 2000 ans. Si on n'avait pas trouvé cette machine-là, non seulement on a oublié l'idée qu'elle existait, et en même temps, on a oublié ce qu'elle permettait de faire. Et là, on vient juste de le redécouvrir parce qu'il y a une société suisse qui s'appelle Hublot qui a décidé de faire une montre et de le reproduire, ce mécanisme. Et c'est là que, quand ces gens-là en parlent, oui, moi je les écoute parce que c'est leur métier. Eux, ils fabriquent des montres, ils sont à haut niveau, à très haut niveau. Donc quand eux, ils s'intéressent et qu'ils ont les yeux qui pétillent en regardant ça, en disant « mais c'est extraordinaire la manière dont ils ont fait ça », après se posent les questions de la partie recherche et développement, combien de temps on met ? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'assied et qui prend du bronze et qui le découpe et qui sort 300 engrenages qui font intervenir les fonctions dérivées, les mouvements elliptiques traduits en mouvements circulaires, des jeux de 1/10 dans les dents qui s'emboîtent. Mais ça sera dans le prochain film, hein, il y a une longue séquence là-dessus. Donc ça montre bien que ça, c'était il y a seulement 2000 ans et qu'on peut oublier et perdre des technologies. Donc oui, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a sans doute plein de technologies qui sont beaucoup plus élaborées qu'on imagine, qui ont été mises en œuvre pour fabriquer les pyramides et peut-être d'autres monuments.
Sans faire appel à des théories fumeuses. Exactement. C'est pas une machine intergalactique qui vient découper les pyramides et les tailler dans la pierre, mais c'est probablement des outils comme les nôtres, et une pensée totalement différente. Et c'est ça aussi qui m'intéresse le plus là-dedans. C'est la conception qu'avaient ces gens-là de l'architecture. Nous, aujourd'hui, si on faisait la Grande Pyramide, ça serait un centre commercial avec un parking. Il n'y aurait pas juste 3 pièces, parce que c'est le plus grand 3 pièces réalisé sur Terre. Mais la surface habitable, elle est dérisoire. C'est hors de notre pensée aujourd'hui. Mais alors, l'actualité se catapulte dans notre conférence parce qu'il y a 2 jours, Nature a publié un article sur cette espèce de cavité qui aurait été détectée au-dessus de la Grande Chambre. C'est quoi ça? Vous avez une idée ou vous avez vu le papier? Je ne sais pas. C'est un espace dans la Grande Pyramide, mais il doit y en avoir d'autres. C'est un 4 pièces en fait. C'est un 4 pièces, ouais. Mais le problème, c'est que c'est un 4 pièces condamné. Donc c'est comme quand on loue chez Airbnb, on ferme la porte de la cave pour ne pas se faire voler les affaires. Bon bah voilà, ils ont peut-être fait ça. Mais alors après, derrière, c'est fascinant aussi parce que de tout temps, il a collé à cette légende de la Grande Pyramide avec le Sphinx qui est l'emblème de l'énigme, qu'il y a quelque chose à découvrir là-bas. Et alors après, quand on va du côté des médiums, parce que moi je m'interdis rien, hein, simplement je prends pas pour argent comptant tout ce qu'on peut me dire, mais quand on va du côté des médiums, on en a un célèbre aux États-Unis qui s'appelait Edgar Cayce, et qui lui était au début du XXe siècle et qui a dit et qui a répété que d'une, la Grande Pyramide avait été construite en 100 ans, ce qui paraît beaucoup plus logique que 20 ans. Alors il faut que je vous explique pourquoi 20 ans, parce qu'en fait, comme une pyramide est associée à un pharaon, et notamment pour faire des cérémonies, alors on a dit pendant longtemps que c'était un tombeau, aujourd'hui c'est un cénotaphe. Un cénotaphe, on vient placer la dépouille dans la pyramide, on fait la cérémonie du cas, et ensuite, une fois que c'est terminé, on récupère la momie qu'on amène ailleurs, et on verrouille la pyramide. Tout ça pour ça, en fait. On peut se poser la question de savoir déjà pourquoi le père de Khéops, lui, en a eu 4. Parce que ils ont fait 4 cérémonies d'affilée. Enfin, moi, j'aime bien raisonner comme ça, d'une manière toute simple, toute bête. Si c'est une tombe, pourquoi 4 tombes? Bref, le problème, c'est que si la pyramide est attribuée à un roi et qu'elle représente son cénotaphe, elle doit nécessairement être construite de son vivant. Alors, soit on anticipe 80 ans avant le roi, puisqu'en plus, ce n'étaient pas des pharaons, c'était des rois. Pharaon, c'est un terme grec. Soit on anticipe, et on va terminer la pyramide à peu près au moment de sa mort, soit c'est autre chose. Et il semblerait que ce soit autre chose. En tout cas, moi, dans mon esprit, ça ne fait pas de doute que c'est autre chose, mais là, il faut y aller tout doucement, parce que petit à petit, on aligne les choses, on essaye de comprendre pourquoi elle a été fabriquée là, pourquoi elle est faite, pourquoi on est allé chercher du granit. Alors c'est pareil, 2 manières de se dire, c'est le roi qui a demandé du granit, donc débrouillez-vous. Mais fabriquer la chambre haute à 60 mètres d'altitude, enfin un petit peu moins, puisqu'elle est assez haute, 50 mètres d'altitude dans la Grande Pyramide, c'est une première. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on dit que c'est un dictateur despotique et mégalomane. Si on s'engage pour lui, on n'a pas intérêt de se rater, parce que si on propose la chambre haute et qu'on n'est pas capable de la faire, comment ces gens-là ont su qu'ils étaient capables de la faire puisqu'ils ne l'avaient jamais faite? C'est bizarre ça aussi, non? Et chaque pyramide a des particularités comme ça qui sont étonnantes. Et Mathieu Lavaux et Georges Vermar sont là et parleront de l'unité, probablement de l'unité géométrique du plateau de Gizeh, où on se rend compte en fait que non, ces 3 pyramides, elles rentrent dans un plan global de géométrie. Et là, on rentre dans l'hypothèse qui est développée, qui est l'hypothèse d'une plaque Pionnier. Vous connaissez la plaque Pionnier? C'est une plaque qu'on a envoyée dans l'espace, je crois que c'est dans les années 70. Et donc on s'est demandé en quelle langue on allait l'écrire, parce qu'il n'était pas sûr. Alors c'est à destination d'éventuels extraterrestres, ce qui, à mon avis, n'était pas super prudent non plus, parce qu'il ne faut pas partir du principe que les extraterrestres sont nécessairement, s'ils existaient, bien intentionnés. Donc si vous arrivez à une technologie comme la nôtre en disant « Ouh, on est là, coucou », ça risque, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, donc c'était quand même manquer de prudence. Parce qu'ils voient arriver une espèce de casserole, si eux sont capables de... Enfin, voilà, c'est une parenthèse. Et on s'est demandé en quelle langue on allait l'écrire, parce que c'est pas dit que... Bon, tout le monde sait que les extraterrestres parlent le français, mais on ne sait pas si dans quelques milliers d'années, ils parleront toujours. Et au moment où on s'est dit, le meilleur moyen de parler à tout le monde, c'est... les nombres, parce que tout le monde connaît les nombres, c'est ce qu'on a en commun sur la planète. On a beau avoir plein de langages, de dialectes différents. On a tous les nombres en commun, et on comprend ça à la musique aussi. Bon, ils n'ont pas fait une œuvre musicale, c'était compliqué de coder quelque chose dans une œuvre musicale, mais ils ont décidé de faire des nombres et d'utiliser sa représentation concrète, qui est la géométrie. Et donc ils ont commencé par...
parce qu'il y a plusieurs degrés dans cette plaque. Ils ont commencé d'abord par un homme et une femme disposés devant le vaisseau, enfin la capsule, ce qui permet de déduire la taille, quand on est logique, de déduire la taille de l'homme et de la femme par rapport à la capsule, puisqu'ils ont la capsule, ils sont censés l'avoir reçue. Et puis ensuite, on va dans des informations de plus en plus complexes, en fonction de ce qu'on est capable de déchiffrer, de ce qu'on a fait. Par exemple, on arrive jusqu'à la longueur d'onde de l'hydrogène, enfin, mais par un code, et c'est très très malin. Et à mon avis, c'est même le seul moyen d'essayer de communiquer avec d'autres espèces intelligentes, ou une espèce humaine, l'être humain dans le futur, par exemple. Parce qu'on ne sait pas, s'il se passait un cataclysme, on ne sait pas quelle langue. Et moi, je pense que c'est ce qui a été fait avec la Grande Pyramide, et que ça a un point avec l'ancienne civilisation, c'est l'hypothèse qui est développée, l'ancienne civilisation qui a existé sur notre planète avant la nôtre, et qui a été détruite par un cataclysme qu'on a maintenant bien identifié, une période de l'histoire qui s'appelle le Dryas récent, qui a démarré il y a 13 000 ans, qui a duré 1300 ans à peu près. Et à la fin de cette période, d'ailleurs je vois le livre de Graham Hancock là, c'est un chercheur excellent, c'est un journaliste, un chercheur pointilleux, et qui on doit tout ce travail, enfin avec tout le sérieux qu'il a fait, la synthèse qu'il a fait, c'est vraiment excellent. C'est un intervenant du film. Et donc lui, il parle de ça, de cette période du Dryas récent, maintenant bien identifiée, les causes aussi commencent à être établies, et je pense que d'ici une dizaine d'années, ça fera aucun doute pour le grand public. Et donc cette civilisation-là aurait disparu, mais pas totalement. Et elle serait ces fameux dieux dont tous les peuples, toutes les traditions des peuples sur la planète parlent de dieux qui sont venus et qui ont apporté la connaissance, qui ont apporté la science, qui ont apporté l'agriculture, la sédentarisation, et pour les rescaper. Alors il faut pour ça imaginer que cette ancienne civilisation ait pu être totalement différente de la nôtre, à savoir qu'elle n'ait pas qu'elle n'ait pas été expansionniste, comme le sont par exemple l'ont été l'Égypte ou les Incas, c'est-à-dire qu'elle soit restée à sa place et qu'elle ait occupé une partie de la planète sur laquelle elle se serait vraiment beaucoup développée, peut-être plus que nous, mais qu'elle aurait laissé les autres peuples évoluer. C'est un peu comme si nous, sur la Terre, la société, les progrès et tout étaient concentrés sur un seul continent, par exemple l'Australie ou la France ou les États-Unis, et que le reste du monde, on l'aurait laissé évoluer à sa manière, sans faire d'ingérence, et aller le convertir de force à une religion ou un mode de pensée différent du nôtre. En fait, toute cette idée repose sur l'hypothèse que l'histoire de l'humanité commence pas il y a quelques milliers d'années dans la vallée de l'Indus, et sur ces sites qui sont aujourd'hui connus et reconnus par l'archéologie, mais serait peut-être antérieur à ça. On va y venir avec un second extrait de votre film qui concerne le site de Göbekli Tepe, qui remet en question justement cette datation de l'histoire. Moi, il y avait un livre qui m'avait marqué il y a plusieurs années, que vous avez peut-être lu, j'ai plus le nom de l'auteur en tête. Je crois que c'est un géologue qui aborde la question de l'Atlantide, mais d'une façon tout à fait... pas en s'intéressant à la réalité matérielle de cette hypothèse de l'existence d'une île qui s'appelait l'Atlantide, mais en expliquant que, d'un point de vue géologique, il y a à peu près 25 000 ans, le niveau des eaux sur cette planète était à plus de 100 mètres sous le niveau actuel. Et que si on part de l'hypothèse que la plupart des civilisations ou des populations humaines logent au bord des fleuves ou des côtes, d'éventuelles civilisations qui auraient 20 ou 25 000 ans seraient aujourd'hui 100 mètres sous le niveau de la mer, donc quasiment inaccessibles, voire inconnues à tous nos outils de détection. Et ça, j'avais trouvé que c'était une piste qui était tout à fait rationnelle et qui était intéressante pour s'imaginer que si on ne les voit pas, ces traces-là, c'est peut-être parce qu'elles sont au fond de la mer aujourd'hui. Donc on va peut-être passer l'extrait de Göbekli Tepe, vous allez nous en expliquer après. Si l'Anticythère force à reconsidérer l'évolution des sciences et techniques humaines, il existe un site archéologique qui vient totalement bouleverser la chronologie des peuplements. Sa découverte est une grenade qu'on a tout juste dégoupillée. Vous allez comprendre le problème. Le site de Göbekli Tepe a été découvert dans les années 1990 par des bergers en Turquie. Déjà, le site de Göbekli Tepe, c'est certainement le temple archaïque le plus ancien que nous connaissions à l'heure actuelle. C'est Klaus Schmidt, l'archéologue allemand, qui est venu sur le site et qui a commencé des fouilles en 1995 jusqu'en 2014.
Il a sorti de terre 6 vastes enceintes absolument extraordinaires parce qu'elles sont uniques au monde. Au cœur des enceintes, on trouve des piliers centraux. Ce sont deux grands piliers anthropomorphes qu'on appelle des piliers jumeaux et qui sont entourés d'un mur d'enceinte séparé à intervalles réguliers par d'autres piliers un peu plus petits. Et les grands piliers centraux font environ 2,50 m et ils pèsent environ 16 tonnes. Et c'est là que les problèmes commencent. L'humanité à cette époque-là ne savait même pas faire un vase en poterie. Ils étaient vraiment très très archaïques. C'était les derniers chasseurs-cueilleurs. On n'était même pas dans le cadre de la sédentarité. Et ils sont arrivés à élever des piliers qui faisaient 16 tonnes. Ça demande déjà une coordination au niveau de tous les ouvriers. Ça demande un maître d'œuvre, ça demande des ouvriers spécialisés. Or, il faut bien se souvenir qu'en moins 12 000, on a des chasseurs-cueilleurs nomades qui n'ont aucune spécialité et qui n'ont même pas le même langage entre eux pour pouvoir communiquer. Car selon l'histoire, on est avant la civilisation. Quelque chose ne fonctionne pas. Mais ça va plus loin encore. Ce qui est étonnant, c'est le raffinement de toutes ces gravures, de tous ces ronds de bosses qu'on a pu trouver un petit peu partout. Un raffinement qu'on n'aurait jamais imaginé à la période du néolithique. Voilà, là aussi, ça remet en question tout ce qu'on pensait savoir de cette période du Natoufien et du néolithique par la suite. Voilà des mois que j'essayais d'interviewer l'un des meilleurs chercheurs au monde sur le sujet, l'auteur de L'Empreinte des dieux, un best-seller mondial soigneusement documenté et sourcé, qui a ouvert la voie à beaucoup de monde. Graham Hancock tombait à pic. Il allait m'apporter les clés qui me manquaient. Here we have a giant megalithic site, much larger than Stonehenge, for example, which is 11,500 years old, which appears suddenly in a community that apparently are entirely hunter-gatherers. Where did they learn the skills to do this? We don't see them practicing. The oldest material at Göbekli Tepe is the best. Where did they wake up one morning with some sort of magical inspiration that enabled them to quarry and cut stone, to put up the world's first perfectly north-south aligned building, which requires astronomy? Car on s'interroge sur la véritable fonction de ce site. C'est un temple rituel, il devait y avoir des sacrifices, il y avait très certainement des rituels archaïques à cette époque. Mais je pense aussi que c'est un observatoire astronomique. Ce temple pose aussi le problème de l'agriculture, représenté sur un des piliers. On voit en haut des paniers. Et derrière, on voit qu'il y a des liasses de blé, des choses comme ça, qui sont entrelacées. Il est certain que le temple était là avant l'agriculture. Et on a pourtant déjà ces premiers paniers, cette première approche de l'agriculture. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, de façon chronologique, ça va pas ensemble. Dans la chronologie habituelle, les peuples nomades se fixent à un endroit en devenant agriculteurs et éleveurs, puis ils se spécialisent et sont ensuite capables de réaliser des temples. Or là, c'est tout l'inverse qui se serait produit. Il y a eu quelque chose qui a impulsé la sédentarité, qui a impulsé l'intelligence à l'homme. Agriculture appears suddenly at the same moment that Göbekli Tepe appears. Actually, when I spoke to the late Klaus Schmidt, he felt that Göbekli Tepe had functioned as a center of innovation in that area, that it was a place where people were drawn to and were taught skills. And this raises a question in my mind: who taught them the skills? Because what I think we're looking at Göbekli Tepe, the sudden emergence of megalithic architecture, the sudden emergence of evolved agricultural knowledge, it looks to me like a transfer of technology. It looks to me like people came to that area who already knew how to make megalithic architecture, who already knew agriculture, and who knew how to mobilize and organize workforces. And they put that infrastructure into place there, and they passed on their skills in megalithic construction and in agriculture to the local hunter-gatherers that they had settled amongst. So who were these people? On observe sur les piliers des motifs qu'on aperçoit ailleurs sur la planète. I don't know how much we should make of these connections, but it's interesting to note. For example, the Göbekli Tepe megaliths are tall pillars, sometimes weighing as much as 20 tons, with a kind of shape of a letter T. And the top of the pillar, the T shape at the top of the pillar, represents a human head. You can say this for sure because many of the pillars have arms carved into the side and the hands meet in front of the belly. The positioning of the hands on the Göbekli Tepe figures is just identical to the positioning of the hands on the Easter Island statues. On this belt is cut the letter, a sign that we would recognize as the letter H. And oddly enough, that exact same H shape
as you know, appears in the H blocks at Tiwanaku. There are certain creatures and animals which are cut on the Göbekli Tepe megaliths, which are reproduced exactly in structures in Peru, and I went into this in some depth in my book, Magicians of the Gods. Comme l'a mentionné Bleuette Dio, on aperçoit des paniers sur un des piliers, ce qui a également attiré l'attention de Graham Hancock car ce même type de panier se trouve sur les représentations du dieu mésopotamien Oannès qui aurait apporté la civilisation dans cette région du monde. Un motif qu'on retrouve également dans la main d'une divinité d'Amérique centrale qui prendra plus tard le nom de Quetzalcoatl, lui aussi apporteur de la civilisation. What we are often seeing in these similarities is what we would expect to see if one culture on one side of the world and another culture on the other side of the world had both received a legacy from the same third-party culture. Comment expliquer autrement ces parallèles? Et comment expliquer la brutale apparition de ce temple et de l'agriculture il y a environ 12 000 ans? On n'a pas d'antériorité à ce site. On a l'impression qu'on a atteint la perfection d'un seul coup. Au départ, on était persuadé que c'est la sédentarité qui avait amené l'homme à la spiritualité, c'est-à-dire à fabriquer des temples et ensuite des villes. Et là, on se rend compte d'une chose, et on est obligé de faire marche arrière et de se dire que la spiritualité a engendré la sédentarité. Donc pour les archéologues, c'est déjà vraiment un pavé dans la mare. C'est vraiment, on s'est trompé dans notre schéma de pensée. Et comme l'a découvert Klaus Schmidt, il ne fait aucun doute que Göbekli Tepe, dont le nom signifie curieusement la colline du nombril, a été délibérément enfoui, ce qu'il a heureusement préservé jusqu'à notre époque. On est certain de sa date d'enfouissement, mais la question reste, pourquoi s'être donné autant de mal à bâtir un site pour ensuite l'enfouir? Ce nouveau nombril n'a pas fini de faire parler de lui, car selon Klaus Schmidt, plusieurs dizaines d'autres enceintes géantes se trouvent encore enfouies, également sous celles déjà mises à jour. C'est juste énorme. Je fais juste une petite aparté, parce que vous avez parlé du livre de Graham Hancock qu'on voit dans l'extrait. Il y a 4 bouquins qui sont disponibles de cet auteur. C'est juste énormissime. Si vous avez du temps devant vous, ou si vous n'en avez pas, vous allez en trouver. Mais je vous recommande vivement l'un ou tous ces 4 bouquins qui sont d'ailleurs présents ici. Il y en a quelques exemplaires. C'est un travail d'enquête à la fois super minutieux, super sérieux, étayé par des scientifiques, enfin comme ce que vous faites, et qui est juste fascinant. Ça se lit comme des enquêtes policières et ça jette un regard complètement nouveau sur l'histoire du monde et ce qu'on est en train de montrer ici. Et là, dans ces quelques extraits, c'est quand même juste vertigineux. C'est de montrer que quelque chose existe et daté objectivement de 13 000 ans, 12 000 ans, et n'aurait pas pu être construit parce qu'à l'époque, il n'y a sur cette planète que, soi-disant, des chasseurs-cueilleurs qui font à peine des poteries. Bah oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on veut construire un temple comme celui-là, il faut apprendre d'abord à trouver de la pierre. Enfin, c'est un talent parce qu'il faut trouver de la pierre, des blocs de pierre suffisamment gros qui sont homogènes, savoir comment les transporter, connaître la taille, c'est aligné sur l'astronomie. Enfin, ça requiert énormément de compétences. Qui fait qu'on est face à des spécialisations de travaux. Et ça, c'est l'étape après, justement, le fait quand les chasseurs-cueilleurs sortent de leur état de chasseurs-cueilleurs et qui commencent à mettre en place la civilisation, c'est là qu'on se spécialise. Alors c'est pour ça que Bleuette Dio dit, mais c'est l'inverse qui s'est produit là. Ce qui veut dire que le Göbekli Tepe, parce que le problème, c'est qu'il y a plusieurs couches, et donc ça descend encore plus profond, donc ça serait encore plus ancien. Ce centre-là, il est établi et il est un gros pavé dans la mare parce qu'il arrive beaucoup trop tôt, puisqu'on accordait le début de l'agriculture aux Sumériens, et que là, on est à peu près dans la même région, mais beaucoup de temps avant. Les Sumériens, c'est quelle époque ? On est aux alentours de moins 6000 à peu près. Enfin, tout ça, c'est des dates qui sont toujours à mettre. Ça fluctue, les chercheurs ne sont pas toujours d'accord entre eux. C'est extrêmement précis. Pour la Grande Pyramide, par exemple, on vous donne une date, moins 2722, parce qu'on va vous donner le jour et l'heure. Mais en fait, il y en a plein qui sont pas d'accord et qui ont pas autant de précision sur les dates, parce que c'est compliqué. Là, la question qui est intéressante avec Göbekli Tepe, c'est qu'on se donne du mal à fabriquer tout ça, puis ensuite on va l'enfouir. Alors, il y a une partie du site qui est grande comme la moitié d'un stade de football. C'était entièrement recouvert de terre. Ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Et on ne comprend pas bien pourquoi ils ont fait ça, si ce n'est quand on se place dans l'idée d'une plaque pionnière que seraient ces anciens sites, parce que ça ne serait pas simplement la Grande Pyramide, d'un coup, ça commence à prendre un relief un peu différent. On l'enterre pour le conserver.
En fait, ce que vous appelez plaques pionnières, c'est des petits indices que nous aurait laissé une civilisation ancienne pour nous dire hey, regardez, il y a des trucs plus curieux que ce que vous imaginez. Déjà, et d'une, on a existé, voilà ce qu'on a compris, et ce qu'on a compris, on va vous le dire par nos architectures. Mais en même temps, moi, ce qui me pose question là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas signé. Et alors, je sais que c'est difficile quand on ne connaît pas notamment le sujet du prochain film, d'entendre ce genre de propos peut-être et de se dire oui, mais comment on peut affirmer ce genre de choses. C'est petit à petit, comme c'est une enquête, on amène les faits les uns derrière les autres et au bout d'un moment, Graham Hancock, comme d'autres, viennent à l'évidence que non, on est en train de... La plaque pionnière, on dit juste ici, à cet endroit-là du système solaire qui se trouve dans telle galaxie, il existe un peuple qui vit et qui a un certain niveau de connaissance qui est donc montré sur la plaque. Et là, on nous dit, dans le passé lointain, il a existé une civilisation qui était capable de faire des choses, et vous allez déduire le niveau de cette civilisation par justement la technologie. Il y a une chose extraordinaire avec la Grande Pyramide, c'est que quand on fait le cercle ex-inscrit, le périmètre en mètres, moins le périmètre du cercle qui est inscrit dans le carré de base de la Grande Pyramide, donc vu de dessus, ça nous donne une valeur approchée de la vitesse de la lumière. C'est complètement, quand on dit ça aux gens, on dit oui, c'est l'âge du capitaine aussi, on peut trouver ce qu'on veut. Mais en fait, cette information-là, elle est une sorte de jalon, c'est-à-dire qu'un physicien va reconnaître la vitesse de la lumière s'il la connaît. Vous voyez, c'est un marqueur qui dit juste, tiens, cette valeur me donne quelque chose, donc à ce moment-là, on va continuer à essayer de faire des comparaisons de dimensions. Et là, on a d'autres paramètres qui rentrent, et donc ça permet de parler avec un niveau de technologie, exactement comme sur la plaque pionnière. Si vous vous renseignez sur la plaque pionnière, vous verrez toute l'histoire de la plaque et comment elle a été faite, et c'est exactement ça. Alors, si on veut, avant d'accueillir Éric Gontier, c'est quoi l'hypothèse alors L'hypothèse, c'est qu'une civilisation a existé avant nous, que cette civilisation a périclité à cause d'un grand cataclysme qui est identifié. Comme je le disais, on a une période qui s'appelle le Dryas récent, où au début du Dryas récent, la température chute brutalement de 7 degrés. Elle va rester très basse pendant 1300 ans. On est au plus bas, alors que la Terre est en train de se réchauffer. On est au plus bas des minimums de température. Le niveau des océans a monté de 120 mètres, comme vous le disiez. Et à la fin de cette période de 1300 ans, on a d'un seul coup un réchauffement de 10 degrés sur la planète. Alors dans cette première chute de température, c'est une extinction de masse, la disparition d'au moins 35 mammifères terrestres, dont le plus célèbre c'est le mammouth, qu'on retrouve à des latitudes auxquelles il ne vivait pas, puisque a priori le mammouth est un animal tropical et non pas un animal polaire. Des études ont été faites sur les poils et les fonctions des poils du mammouth qui n'ont pas du tout les caractéristiques de l'ours polaire, par exemple. Donc c'est un animal qui s'est retrouvé pas au bon endroit, qui a été congelé, c'est pour ça qu'on a des traces. Mais globalement, l'hypothèse, pour la résumer, ce serait qu'un astéroïde gigantesque qui se serait fragmenté en plusieurs morceaux, là aujourd'hui on parle de 8, il y en aurait 2 qui auraient atteint l'Amérique du Nord, un qui aurait atteint l'Europe du Nord et les autres seraient partis dans l'océan. Et en fait, ça serait l'explication la plus probable à ce brutal changement climatique. Parce qu'en fait, on savait que ça avait existé, mais on ne savait pas la cause. Donc on envisageait que peut-être le Gulf Stream pouvait à un moment se retourner et changer de sens brutalement, sans savoir pourquoi, et ce qui pouvait occasionner une modification climatique. Et là, en fait, il semblerait que le Gulf Stream ait retourné son cours, tout simplement parce que les astéroïdes qui auraient heurté l'Europe du Nord, enfin l'Amérique du Nord, pardon, auraient fait fondre des quantités d'eau, puisque tout était sous la glace à ce moment-là, aurait fait fondre des quantités d'eau douce phénoménales qui seraient venues se répandre dans l'océan, donc grosse masse d'eau douce avec de l'eau salée, et ça aurait bloqué le Gulf Stream. Alors entre autres, parce que derrière c'est des éruptions, un hiver nucléaire, un peu comme ce dont on parle avec l'impact qui a eu lieu il y a 65 millions d'années, qui aurait exterminé les dinosaures et changé la faune et la flore sur la Terre, puisqu'on avait perdu 90% à ce moment-là de tout le vivant. Là, en fait, c'est ce qui aurait provoqué ce refroidissement de température pendant 1300 ans, hausse du niveau de l'eau, parce que c'est de la glace qui était sur les terres qui s'est retrouvée dans l'eau. Et ensuite, on aurait donc cette période de froid,
qui suffit. 1300 ans, c'est beaucoup quand même pour qu'on oublie beaucoup de choses. Et à la fin, deuxième cataclysme, c'est-à-dire que ça continue, il y a des restes de cette comète. Alors ne me demandez pas tous les détails, il faut voir avec les astrophysiciens ou les gens qui sont spécialisés là-dedans, mais vraiment il y a beaucoup de publications. On a trouvé des sphérules de carbone, des nanodiamants, du platine, des cristaux fondus à 2000 degrés dans une couche qui date de la même époque et un peu partout sur la planète, qui sont les caractéristiques d'un impact d'astéroïdes. Et puis après, maintenant, quand on enquête sans mettre de conclusion hâtive, c'est beaucoup de peuples sur la planète décrivent un cataclysme primordial. On a le déluge dans la Bible, on a tout ça. Et ce ne serait pas une histoire aussi romancée qu'on le pense. Ce ne serait pas des légendes, tout ça. Ça décrirait la réalité des choses. On savait que les humains avaient vécu ce bouleversement climatique. Maintenant, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils étaient organisés en civilisation. Göbekli Tepe vient nous le montrer. Maintenant, de là à envisager un degré de civilisation supplémentaire, il n'y a plus qu'un tout petit pas à faire maintenant. Et c'est ce qui expliquerait... alors, quand on va chez Platon, Platon parle de l'Atlantide et on lui a reproché... Platon, on l'aime pas trop parce qu'on considère que c'est un philosophe déiste et aujourd'hui, la mode est plutôt à l'athéisme. Donc, on met Platon de côté. Mais Platon, quand il parle de l'Atlantide, il ne le décrit pas comme un monde, un âge d'or, un monde utopique, et parce que c'est aussi ça qu'on lui a reproché. Non, il le décrit au contraire comme un peuple qui chute, comme un peuple qui sombre dans le matérialisme, qui se trouve à travailler avec des forces qui le dépassent, et globalement qui aurait pu provoquer sa disparition. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, oula, mais on dirait qu'on parle de notre civilisation. Bah oui. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose à en tirer. Alors, est-ce que c'est un message volontaire ? C'est la volonté d'une ancienne civilisation de nous transmettre quelque chose, parce que globalement, de nous faire coucou du passé, est-ce que c'est vraiment utile, comme vous disiez ? Ou est-ce qu'il y a plus que ça ? Est-ce que ces gens ont anticipé cette catastrophe et ont décidé de transmettre des connaissances ? Et ils l'ont fait, et ça c'est une partie qui est bien développée dans le film, décidé de transmettre ces connaissances pour pas qu'elles soient perdues, mais pour pas non plus qu'elles soient dévoyées. Et en se disant, nous, on n'a peut-être pas réussi ce qu'on aurait dû faire pour être une belle civilisation et durable. Essayons de faire en sorte que la civilisation suivante se fasse mieux que nous. Alors, c'est abrupt quand je le dis comme ça, parce qu'il faut quand même y réfléchir et prendre du recul avec des informations et des faits. Parce que pareil, comme vous le disiez, c'est un travail rationnel. C'est basé sur des études scientifiques, sur des publications. Quand on parle de Göbekli Tepe, c'est une date calibrée carbone 14. Donc ça fait appel aux dernières techniques. Enfin, dans le film, on est allé scanner en Inde des grottes faites dans du granit avec des scanners 3D. On travaille avec des appareils de mesure. Voilà, on le fait de manière pragmatique, rationnelle et concrète, quoi. Justement, on va y venir. Je vais demander à Éric Gontier de nous rejoindre. Éric va être là. Merci. Et vous pouvez l'applaudir parce que voilà, Éric est géologue, ethnominéralogiste, maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle. Donc vous êtes scientifique, vous faites partie de cette communauté scientifique qui sort un peu de la boîte et accepte de prendre le risque de s'intéresser à ces sujets sulfureux. Merci, il faut du courage, mais je crois que c'est grâce à des gens comme vous qu'on réussit à pouvoir travailler sérieusement sur ces questions-là. J'ai envie de passer peut-être un tout petit extrait où on voit sur le terrain, qui est l'extrait 3, pas Aurora, mais l'extrait 3. Est-ce que vous pouvez le lancer, puis on enquille derrière On observe à différents endroits de la planète, entre des sites éloignés géographiquement et dans le temps, des techniques similaires d'assemblage, puis une perte des savoirs. Un soin particulier dans le choix des roches qu'on n'hésite pas à aller chercher parfois à des distances considérables. Del basalto negro, que proviene más o menos de 300 kilómetros de Tiwanaku. Des roches massives taillées avec un aspect particulier. Des prouesses techniques réalisées avec une très grande maîtrise et une exigence de précision anachronique, en opposition avec les moyens simples supposés avoir été employés. On a une brillance équivalente à ce que l'on obtient aujourd'hui avec les techniques modernes. C'est à croire qu'on a travaillé ici avec un outillage mécanique. La précision est telle que ça nous pose de sérieux problèmes.
Des éléments inachevés. La transmission discrète d'un savoir à travers le temps. L'orientation des sites par rapport aux équinoxes ou aux étoiles. Des sites majeurs positionnés de manière harmonique sur un équateur incliné à 30 degrés. It's a number system based on the number 72, and there's an astonishing number of ancient monuments around the world that are precisely separated from one another in terms of degrees of longitude by that number system. L'absence d'archives ou d'explications sur les moyens et techniques. La présence de dimensions en système métrique ou en rapport avec le système métrique, impliquant une nécessaire connaissance des dimensions de la Terre. Quand je le lis aujourd'hui, je le mesure aujourd'hui, ça représente 20 cm. Cette petite fresque fait 1 mètre de large, et juste en dessous, la pierre qui est fichée dessous, elle fait une coudée de large. 1 mètre pile, c'est pas un hasard, parce que là c'est vraiment factuel. Là je sais pas quoi dire. J'aime bien quand les scientifiques comme vous savent plus quoi dire. Oui, ça c'est bien ça. Mais il va falloir quand même essayer de nous parler d'autres. Non mais là il sait quoi dire. Hein. Et Eric, en quelques mots, c'est quoi les problèmes que posent toutes les observations que vous avez faites sur ce tournage aux géologues que vous êtes? Bon, d'abord, je fais mon travail comme honnêtement, je veux dire, je m'attarde sur les faits que je récupère sur le terrain, je compare avec mes confrères. J'essaye d'aller au plus loin dans ma démarche, sachant que rien n'est jamais arrêté, ça progresse en permanence. Je crois qu'on est tous là, d'ailleurs, peut-être une grande partie de la salle ici est dans la même démarche, c'est-à-dire d'essayer de comprendre pour progresser, même si apparemment ça ne sert à rien. Mais ces petits détails font beaucoup de choses. Alors nous, ce que j'aime dans ce métier, c'est que l'on voyage, donc on prend l'avion, on prend des voitures, on prend des chevaux, des dromadaires, des poneys Lopez, on prend des 4x4, on prend des... Oui, je sais, il y a une astuce, vous ne l'avez pas saisie, mais ça ne nous regarde personne ici, qu'un pari entre amis. Ah ok, d'accord. Merci. J'ai compris le truc. Voilà, je viens de gagner un repas. Donc... Non, les chercheurs savent s'amuser, vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous coincés. Hein. Non, je fais partie des chercheurs, moi, qui apprécient énormément les bibliothèques et qui feront tout pour les sauver. Mais j'ai décidé qu'une partie de ma bibliothèque serait le terrain, donc je vais là où beaucoup aimeraient aller aussi. Et c'est capter ces informations, c'est toujours embêtant parce qu'il va falloir rendre compte après. Donc rendre compte, c'est prendre des engagements vis-à-vis de la philosophie, de l'histoire, vis-à-vis des différentes spécialités scientifiques que l'on rencontre et auxquelles on doit s'adapter sur le terrain. Et éminemment, évidemment, à un moment donné, pour pouvoir rendre compte, on se retrouve face à des murs, et pas le fruit, en pierre. Hein. Et ces murs, il faut les franchir. Donc, à un moment donné, je crois, il faut passer la main à travers le mur et se dire, bon, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est ça qui me passionne. Donc, je me heurte maintenant à un certain nombre de confrères. Mais tant mieux, il faut toujours de la critique, il faut de l'opposition, mais là ils sont très virulents quand même. Hein. Et moi ce que j'apprécie avec toute cette équipe... Il y en a un qui vous appelle, je crois d'ailleurs. Il y en a un qui m'a fait signe là, non? Il y a un coup de téléphone pour vous. Oui, t'as un mais... point rouge sur le front. Non, pour revenir sur ces murs bien concrets que vous avez eu en face de vous, que vous avez mesurés, que vous avez regardés, dont vous avez essayé de comprendre comment ils ont été mis en œuvre, qu'est-ce qui pose problème aux scientifiques? Est-ce que vous avez appris dans votre parcours scientifique? Qu'est-ce qui vous pose problème devant ces constructions? Les vraies questions qui sont posées. Oui, disons que ma démarche est différente de la leur. Beaucoup font de l'archéologie, donc on ouvre un terrain, on creuse, on rend des rapports annuellement,
On se bat pour 80% du temps contre l'administration. Et puis, avec ce qui reste, on essaie de devenir cohérent et s'intégrer dans une structure chronologique bien reconnue. Donc, on fait du travail extrêmement propre. Enfin, du moins, on a l'esprit tranquille. Mais moi, cet esprit tranquille me gêne parce que je travaille à travers le monde. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde, même un sacré paquet de fois. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses ne collent pas. Alors, comme je travaille au Musée de l'Homme, j'ai cette chance d'être dans cette magnifique maison. J'ai souvent le nez dans les collections. Et avoir le nez dans les collections, c'est en permanence regarder des objets, les comparer, etc. Alors, ça ne sert à rien des fois, hein, enfin qu'on croit. Sauf que des fois, un petit déclic et qui permet de découvrir quelque chose que l'on avait omis ou que l'on avait classé différemment, etc. Donc moi, l'intérêt de la recherche que je fais que je mène avec l'équipe de Patrice, c'est tout simplement que je suis face à des gens que je ne devrais pas rencontrer parce qu'ils sont pas bien du tout. Le problème, pour moi, c'est qu'ils correspondent à l'idée que je me fais, moi, d'une forme de l'archéologie et que je tends à vouloir enseigner aussi. Et si certains croient que je pousse au danger, au crime, etc., pas du tout. J'observe, et moi, mon domaine, c'est l'observation. Je prends des notes, et ensuite, je les laisse dormir si c'est nécessaire, mais je réfléchis. On discourt beaucoup, on échange énormément, on se confronte aussi, on n'est pas toujours d'accord. D'ailleurs, à force de réfléchir, il a perdu ses cheveux. Moi, je ne vais pas tarder. Et dire que je réfléchis plus. Hein. À quel moment, depuis que vous vous intéressez à ces questions-là, vous vous êtes dit que l'histoire qui commence à Sumer il y a 6000 ans tenait plus la route ? Non, c'est pas sur l'histoire de Sumer ou de l'Égypte. Non. Mon point de vue est beaucoup plus large. J'observe des points à tel endroit, à tel autre. On a parlé de Göbekli Tepe, donc de l'Égypte, Sacsayhuaman, Tiwanaku, ou d'autres, ou sur le domaine de Bonarme dans le sud de la Dordogne. Peu importe, je m'en moque. Mon intérêt n'est pas de trouver un point et d'essayer de formuler quelque chose pour démonter quelque chose. Non, je ne suis pas là-dessus. Moi, je cherche, je lis dans les documents, et puis ensuite, j'ai la mauvaise habitude d'aller vérifier des choses. Non seulement je vérifie des choses, mais on peut remarquer des détails. Là, donc, lors de notre dernière mission en Égypte, je me suis intéressé et je me suis posé le problème. Voilà, si j'avais, moi, une pyramide à construire, par quoi est-ce que je commencerais ? Donc, ce que je remarque dans la pyramide, il n'y a pratiquement pas de voûte, enfin des voûtes au sens roman ou gothique ou autre. Il n'y a pas les critères archéologiques que l'on rencontre dans les cathédrales ou ailleurs. Mais on reste sur la notion d'équilibre. Donc, si on dit équilibre, la pyramide est un des meilleurs équilibres pour les bâtiments qui existent au monde. Donc, on est calé par 4 côtés, des arêtes, etc. Donc ça devient déjà passionnant. C'est ridicule, c'est juste un détail. Mais on parle d'axe après. Axe posé sur une horizontale. On a vérifié que le terrain n'était pas tout à fait horizontal, parce que s'il se met à pleuvoir, l'eau va ruisseler en direction du Nil, ce qui est tout à fait normal. Mais la pyramide en elle-même est posée sur quelque chose de rigoureusement horizontal. Donc rien que se dire, on va arracher une colline pour descendre jusqu'au banc franc de ce calcaire lutétien qui représente la base de la pyramide, et on va le lisser comme c'est pas permis. Donc je suis parti de l'idée de horizontale. Ensuite, cette horizontale, j'ai pas été plus loin, c'est stupide, mais horizontale. Donc 1. Ensuite, je me suis posé le problème, on a une pointe, donc on a une verticale, et tout ça est calé donc par une longueur et une largeur. Par quoi ont-ils réellement commencé pour construire la pyramide? Alors on a observé de plus en détail, et puis on s'est rendu compte qu'à la base de la pyramide, on l'a vu tout à l'heure dans le film, et on voit donc des pierres qui ont été fastées, lisses, hein, vous vous souvenez, j'espère, il faut revenir, hein, voilà. Et puis, ou alors allez voir le film plus tard, ou aller en Égypte. Donc on a des roches lisses qui sont le point de départ, l'angle qui s'élève en direction de l'apex de la pyramide.
Bon, jusque-là, on s'en fout, hein, mais bon, c'est leur problème. Sauf que, au pied de la pointe de cette facette, il y a un tout petit trottoir. Ce petit trottoir, c'est une bande de calcaire qui fait toute la périphérie de la Grande Pyramide. Sans intérêt. Mais en calcaire blanc, toujours. Et puis que ce petit trottoir, eh bien, décline comme ça, légèrement en pente, qui lui aussi est parfaitement longiligne sur le périmètre de la pyramide. Oh, j'ai dit, tiens, ça c'est amusant parce que dans la conception des pyramides, toutes les pierres sont uniques en leur genre pour créer un phénomène d'anisotropie. C'est-à-dire que si, dans la construction de la pyramide aujourd'hui, vous avez un séisme, qui a déjà eu lieu d'ailleurs, on en a parlé, eh bien, si vous construisez comme une pyramide avec des cubes parfaitement agencés, collés les uns contre les autres, faites faire ça à votre enfant, donnez un petit coup de poing sur la table et vous allez voir, tout va se déchausser parce que tous les éléments vont rentrer en résonance en même temps et la pyramide va s'écrouler. Or, pour éviter ça, on peut supposer que si chaque pierre est unique en son genre, agencée parfaitement les unes contre les autres, eh bien, on fait un phénomène d'anisotropie, c'est-à-dire qu'on va rompre le phénomène ondulatoire et la pyramide a beaucoup plus de chances d'être maintenue à la verticale. Or là, à cette base, curieusement, on a un tracé longiligne, 4 côtés, et on voit des grosses pierres, à peu près cette hauteur-là, qui semblent vouloir s'enfoncer sous la pyramide. En fait, c'est la pyramide qui est vraiment posée dessus. Et chaque bloc, et ça c'est unique pour l'ensemble de la Grande Pyramide, est exactement perpendiculaire au tracé de la pyramide, et de manière pas régulière, quasi régulière. Donc ça, j'ai dit, tiens, c'est intéressant, parce que tout le monde s'intéresse à la hauteur, la largeur, le poids, le nombre de pierres. Mais là, on a déjà un alignement, donc avec une longueur ou largeur de la pyramide, d'un côté, perpendiculaires qui sont tracées, et cette pierre sur le bord étant légèrement inclinée, qui n'est pas l'inclinaison de la pyramide, donc se dirige vers un axe qu'on n'a pas encore étudié, on est en train de réfléchir dessus. Donc je me dis, bon sang, il y a déjà une base, il y a quelque chose, il y a un tracé. Le fameux tracé de la pyramide, il est là, il est posé exactement là où tout le monde marche, tout le monde s'assoit ou crache dessus là-bas, et ou laisse des bouteilles d'eau vides ou pleines. Et puis voilà, mais on ne se rend pas compte que dans le tracé de la pyramide, les choses sont devant nous. Elles sont simples et efficaces. Alors je me suis dit après, mais quand même, une pyramide comme ça, même s'il y a des pierres toutes différentes, il y a bien un autre truc, quoi. Et puis, en regardant bien cette bande blanche au final qui reste, je me suis élevé en translation et j'ai pris le premier niveau, des gradins, deuxième, troisième. Aucun des gradins n'a la même hauteur. En revanche, tous sont parfaitement horizontales. Ça veut dire que chaque gradin, on a reconsidéré l'épaisseur du gradin, mais sur la totalité du pourtour de la pyramide. Et ce, sur les 201 gradins qui existent actuellement. Je dis, tiens, ça c'est intéressant. Donc on avance graduellement, en parallèle, parfait, comme ça, jusqu'en haut. Waouh! Et puis en regardant de plus près encore, on voit qu'aux angles de la pyramide, les angles sont construits, sauf que si on s'enfonce de quelques mètres à l'intérieur de la pyramide, derrière le parement, eh bien on voit parmi ces gradins, des gradins qui ont été sculptés dans le banc franc en calcaire, ce qui veut dire que si on considère qu'on a 2 millions de blocs qui ont permis de construire la Grande Pyramide, c'est faux. On a en fait des parties intactes de l'ancienne colline qui a été désossée, et qu'en fait on a aux 4 coins comme ça, et sur une partie des longueurs, un blocage complet en relation directe avec le calcaire qui est dessous. Ça veut dire que la Grande Pyramide est bloquée sur ses 4 côtés par ces bancs monolithes intégrés directement, pris dans le calcaire du soubassement, sur lequel on a posé le fameux périmètre dont je vous parlais à l'instant, et sur lequel ensuite on a construit la pyramide. Ensuite, on sait que, comme c'est une colline qui a été arasée, moi je reste persuadé qu'une partie de la colline n'a pas été complètement couchée au milieu, mais doit faire un léger mont comme ça, sur lequel
creusé en gradin, sur lequel on a finalement associé les blocs en allant peut-être du centre vers l'extérieur. Donc je me suis dit, waouh, ça fait beaucoup de choses à la fois, ça n'explique rien sur le point de vue logistique, sur la manière d'accumuler les blocs, mais on a déjà quelques enseignements sur la manière de fixer et de souder la pyramide sur l'ancienne colline sur laquelle elle a été construite. Du coup, on est parti sur les autres pyramides. Bon, j'ai eu la chance pendant les derniers 15 jours à visiter au moins une quinzaine de petites pyramides et parmi les grosses, sur différents sites. Et j'ai été voir Mykérinos, Khéops, etc., Képhren. Elles sont bâties pareil. C'est-à-dire qu'on a de nouveau quelque chose d'horizontal, des blocages au moins aux 4 coins, voire plus longs, jusqu'au 7, 8e degré de la pyramide. Et puis ensuite, le même système, le même concept d'accumulation des blocs dessus. Alors, ça c'est formidable. J'ai été voir sur d'autres types de pyramides à Saqqara. Effectivement, on retrouve une fois de plus cette fameuse bordure intégrée dans la pyramide. Malheureusement, les différents sites étant dans le sable, on ne peut pas absolument tout voir, mais ça serait intéressant de refaire un sondage stratigraphique pour savoir comment sont positionnées ces pierres et essayer de comparer donc l'installation et le dessin de base de toutes ces pyramides, enfin de la majorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, ça serait trop simple, je veux dire, bon, ben on a compris, c'est tout, on plie ce soir, au revoir tout le monde, c'est terminé. Non, c'est pas ça, c'est que cette récurrence mathématique ultra précise n'est pas issue d'un simple claquement de doigts. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a rien résolu du tout. C'est pas parce qu'on vient de répondre et on vient de mieux comprendre comment étaient positionnées ces pyramides que tout est gagné. Non, on est encore plus dans le questionnement. Et ça, c'est le problème des grandes pyramides. C'est-à-dire que plus vous trouvez de réponses, pire le questionnement devient. C'est-à-dire que plus, c'est à croire que les pyramides, on les a construites à l'envers. Vous posez une question et vous voyez cette pyramide qui s'inverse et vous dites, mais on ne va jamais y arriver, quoi. Et pourtant, elle est là. Elle a bien été construite. Mais comment ? Comment, ça, on ne sait pas. Alors, on peut comprendre les systèmes de rampes, peut-être les couloirs, les échafaudages, etc. Ce que j'ai compris, en revanche, pendant ce voyage, et je remercie tout le groupe qui était là parce qu'il y a participé, Patrice compris, évidemment, et donc, je crois avoir compris, mais ça, je ne vais pas le développer, ça serait trop long, et puis c'est un peu rasoir pour les gens, mais comment on a poli certaines faces des pyramides, à partir, justement, de ce fameux dessin en bas. Et à l'origine, je me disais, mais quand on polit une paroi, c'est compliqué, tout le monde pense à construire, mais personne pense à lisser les pyramides. On ne s'est pas vraiment posé le problème. Et je pense avoir peut-être une bonne idée de la manière dont s'est posé le problème, et pour régler le problème, je veux dire, du polissage de ces pyramides. Mais comme vous le disiez, tous ces éléments posent des nouvelles questions quant à la technique employée. Mais en quoi ça vous pose, vous, un vrai questionnement sur la faisabilité de ces constructions ? En quoi vos observations, tout d'un coup, laissent supposer que c'est peut-être pas forcément les Égyptiens, que c'est peut-être pas forcément à la date indiquée, ou est-ce que vous n'allez pas jusque-là ? Les pyramides sont démesurées à l'échelle humaine. Mais quand on étudie gradin par gradin, on reste à l'échelle humaine. C'est-à-dire que si vous montez sur un bloc, vos yeux voient déjà le bloc suivant, qui est au-dessus, et ainsi de suite. De même, quand vous descendez, vous voyez toujours le bloc qui est en dessous, et ainsi de suite. Et où que vous vous trouviez sur la pyramide, vous voyez la fameuse petite trace blanche qui fait le pourtour. Ça, c'est l'échelle humaine. Mais ce qui n'est plus humain en soi, c'est comment les calculs ont été réalisés. Comment arrive-t-on à un tel degré de précision à une époque où on se dit avec la coudée en bois, alors qu'on se dit c'est bien la coudée en bois, mais il manque quand même quelque chose derrière. On se dit, bon, ensuite porter en élévation, tracer les arêtes, ça paraît simple. Quand c'est fait, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. Transporter le granit sur près de 900 km d'Aswan, qu'on transporte le calcaire de l'autre côté du Nil pour l'importer là, en montant, plus en escaladant, là, ça devient inhumain. Parce qu'on voit tous les gens qui tirent avec des cordes, etc., qu'on savait très bien fabriquer à cette époque-là, mais
c'est insuffisant. Si on dit il n'y a pas la roue, il n'y a pas, etc. On a fouillé dans le musée du Caire, on a trouvé des poulies, mais on n'a pas trouvé des palans de type pour des levages de 20 ou 30 tonnes au moins. Il n'y a rien qui puisse permettre de dire avec des palans on a soulevé là-haut, alors que la poulie existe. La poulie est ronde, hein. La roue n'existe pas en Égypte. Hein. Donc on se pose quand même un certain nombre de questions et plus j'avance, plus j'ai l'impression de reculer. Il faut que je fasse gaffe à ne pas tomber derrière. Voilà. Et ça, quand j'exprime ça à des archéologues, ça les fait rire. Enfin, certains d'entre eux rient, ne considèrent pas ce point de vue-là. Eux restent, ben non, les machins. Oh oui, mais oh, il y a Gontieux, ou c'est les petits hommes verts. Oui, j'ai jamais parlé de petits hommes verts, sauf maintenant. Et je ne crois pas du tout en ça. En revanche, peut-être qu'une civilisation était arrivée avant les Égyptiens, là je prends des risques, hein, et fortement influencé les Égyptiens de l'ancienne Égypte, ça je suis prêt à le croire. Et que les Égyptiens de l'ancienne Égypte aient commencé à prendre les concepts mathématiques, logistiques et autres pour construire de nouvelles pyramides, ça je serais prêt à le croire. Il a fallu 12 minutes pour arriver à ça. Mais il évite des questions, hein. Moi j'ai l'habitude. Parce que sur le site de Gizeh, il y a le temple de la vallée. C'est des blocs de calcaire qui font entre 200 et 400 tonnes. Tiens, prends ça dans les dents. Et on ne sait pas comment on peut soulever des blocs de 200 et empiler des blocs de 200 à 400 tonnes de calcaire avec un parement de granit, lui aussi, qui vient à 900 km de là. Et donc moi, ce que j'apprécie beaucoup avec Eric, c'est que c'est le rasoir d'Occam. On va expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Mais après, derrière, c'est pour ça que aussi on se rejoint sur le fait des extraterrestres. C'est que non, c'est du travail manuel qui a été fait. Vous vous rejoignez sur le côté extraterrestre, c'est-à-dire ? C'est-à-dire c'est pas l'œuvre des extraterrestres. Ah oui, ok, d'accord. Ce sont des humains qui ont bâti ça, et enfin des humains, des ouvriers avec des outils et qui ont fait ça. Et c'est des techniques relativement simples, hein, mais qui sont pas à échelle humaine. Voilà, c'est ça le problème. On a une précision qui est la même précision que pour faire une montre, mais en faisant une pyramide. Parce que la chambre haute, les blocs sont assemblés avec une horizontalité, une verticalité qui ne sont pas parfaites, mais quasi parfaites. Et en total anachronisme avec les outils qu'on a à l'époque, qu'on est supposé avoir. Mais cette précision dans l'agencement des blocs, on la voit aussi, il y a des photos dans le livre de Graham Hancock sur les différents sites, notamment en Amérique du Sud, au Pérou, vous les avez visités. C'est vrai que c'est estomacant de voir des blocs de plusieurs tonnes alignés au millimètre près, de voir... Au-delà de l'Égypte, prenons un champ beaucoup plus large et regardons au niveau mondial, ce site égyptien, il est pas unique, il y en a plein d'autres à travers la planète qui posent exactement les mêmes questions. Vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous avez fait quand vous êtes allé faire des mesures sur les sites Oui, je peux parler de tout ce que vous voulez, hein. Moi il n'y a aucun problème. De hein, tout. Vous savez. Pumapunku. Alors, il y a Pumapunku, évidemment, en Bolivie. On s'est amusé à... façon de parler... à faire des prises de mesure avec un rugosimètre. Un rugosimètre. Alors c'est un petit appareil qui ressemble presque à un sismographe, mais en fait c'est un petit diamant conique, minuscule, vraiment tout petit, sur un bras articulé en vertical, et qui est relié à une boîte avec un petit écran. Et quand on pose cet appareil... Ah, c'est Kéops qui m'appelle. Oui. On a... le bras rentre dans l'appareil tout doucement et il analyse tous les reliefs qu'il rencontre. Il trace un petit schéma et ensuite il fait une moyenne entre les parties les plus élevées et les plus profondes de ce relief. On a une image, là, à un moment, on voit le cadran d'un appareil qui affiche 30, quelque chose. Alors ça, c'est 30 microns, c'est-à-dire 30 microns d'écart entre le relief le plus haut et le relief le plus bas d'un bloc à Pumapunku. Sur une paroi. 4000 mètres d'altitude au milieu de nulle part, un bloc en forme de hache, on les a vus aussi dans une des images, avec une forme très particulière et qui a amené Eric à dire que ça avait vraisemblablement été reproduit de manière mécanique, parce qu'il y a plusieurs blocs qui ont exactement les mêmes dimensions. Voilà. Oui. Pour planter le contexte. Mécanique, c'est-à-dire qu'on n'est pas un type avec un burin et un bout de toile qui ponce le truc pendant 1000 ans. Ça s'appelle aussi un travail mécanique. À partir du moment où on œuvre avec des objets, c'est un travail mécanique.
Mais je veux dire, le polissage se traduit par d'abord un épanelage. Enfin, il faut découper les blocs, les traîner jusqu'à l'endroit, ensuite les mettre en œuvre pour qu'ils soient à la coupe désirée. Ensuite, il faut épaneler, c'est reprendre les surfaces, prépolir et polir. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des étapes ultra importantes. Et il faut y ajuster en plus le plus fou, c'est l'ajustage. Voilà. Mais sur le site dont nous parlons, il y a quelques pierres identiques qui ont été mesurées là-bas, donc en forme de hache, et on les a mesurées sur la hauteur, et elles faisaient 1 mètre pile de hauteur. La croix qui est à l'arrière de ces blocs fait 30 cm. Les intervalles de certains blocs sont à 22 cm. Alors, ce qui est étonnant, parce que quand on travaille en système métrique, si par exemple, là, ce livre qui est imprimé en France dans le système métrique, si on le mesure, on ne va pas nécessairement tomber sur des dimensions pleines. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire 21 cm pile sur, d'ailleurs, on l'a avec le A4, 21, 29, 7. Et là, quand on mesure les dimensions, on tombe à chaque fois sur des nombres entiers. Et on a fait ce travail-là pendant, là, en Égypte aussi, des couloirs avec 3 mètres, 4 mètres, au bout d'un moment. Ça veut dire quoi, ça ? C'est un gros problème en fait, parce que non mais ça, je vais poser plein de questions, vous n'aurez jamais les réponses, c'est ça? Non, si, il y a des réponses évidemment, pas toutes, mais il y a des réponses puisque ça avance. Alors c'est un gros problème, pourquoi? Parce que le mètre on l'a déterminé en 1795 et le mètre on l'a déduit de la plus grande longueur qui était commune à tous les humains, qui était la circonférence de la Terre. Donc on a pris le tour de la Terre et on a dit on va le diviser en 40 millions de parties et ça va nous faire 1 mètre. Le problème, c'est que Pumapunku, c'est beaucoup plus tôt, et on a le mètre, et l'Égypte ancienne, c'est encore plus tôt, et on a aussi des dimensions en système métrique. Et pourquoi ça pourrait pas être un hasard, ça? Évidemment que ça peut être un hasard. Maintenant, il y a un lien entre la coudée, qui est l'unité de mesure des Égyptiens anciens, qui vaut 52 cm et 36. Cette coudée-là des Égyptiens est la même que la coudée des bâtisseurs de cathédrales au Moyen-Âge. Donc 3500 ans après, ils ont par hasard la même coudée. Dans le système de la coudée médiévale, elle s'intègre dans ce qu'on appelle une quine. La quine, c'est une succession de 5 mesures qui sont proportionnelles entre elles. Et on a justement, parmi toutes les quines qu'on peut trouver un peu partout en France, on en a une qui est très particulière qui s'appelle la quine royale. Et cette quine royale se retrouve plus particulièrement dans les cathédrales, mais aussi dans des églises employées. Et dans cette quine, on a un empan. Et il se trouve que l'empan, lui, mesure 20 cm. C'est étonnant, hein. On est avant qu'on détermine le système métrique. Donc on a un lien entre la coudée des bâtisseurs de la Grande Pyramide, la coudée des bâtisseurs de cathédrales, et sur cet étalon utilisé par les bâtisseurs de cathédrales, on a une dimension qui fait 20 cm. Mais on découvrira qu'elle fait 20 cm quelques siècles plus tard, quand on décidera de mesurer la Terre, et quand on déterminera une mesure qui est le 40 millionième du tour de la Terre, qui fait 1 mètre, et qui vaut 5 empans, par hasard encore. Et au bout d'un moment, on commence à empiler tellement de hasards comme ça que soit on croit que c'est le hasard, et à ce moment-là, comme je disais dans la révélation des pyramides, mieux vaut l'appeler Dieu, parce que ça sera plus facile. Soit de l'autre côté, on cherche une explication plus rationnelle à tout ça. Et pour le coup, c'est ce qu'on a décidé de faire. Voilà, et puis, en dehors de ça, ce qu'on a cherché aussi, c'était de regarder la planéité des blocs. Et c'est ce qui nous avait amené d'ailleurs en Inde, jusqu'en Inde, dans les grottes de Barabar, dans l'état du Bihar. C'était d'observer du granit, non plus construit comme dans la salle haute de la Grande Pyramide, donc avec une série de blocs déposés, ajustés au quart de poil, mais de voir quelque chose qui a été dégrossi, polissé, mais plan. Quand je dis plat, c'est archi-plat. Et avec un degré de polissage absolument hallucinant. Je reviens sur le rugosimètre, la petite pointe de diamant. Et cette petite pointe de diamant donc, travaille sur des roches. Les roches, c'est-à-dire composées de minéraux, entre autres le granit, mica, feldspath, quartz. Donc 3 degrés de dureté. Alors on parle toujours des moyennes de dureté dans les roches. C'est pas possible. On prend la dureté du mica, la dureté des feldspath, orthoclase, et puis et du quartz. J'élimine les micas, elles sont trop tendres, mais les feldspath et quartz, dureté à l'échelle relative de Mohs 6 et 7. Donc nous, on s'est surtout appuyé sur les roches les plus difficiles à polir.
Donc on a fait ces mesures à Pumapunku, en Égypte, au Pérou, enfin Bolivie et ailleurs, et on a atteint des degrés de perfection au niveau des quartz en particulier, de l'ordre de 1 micron, 100 et quelques. Ils sont d'accord, c'est des mesures assez exceptionnelles, mais le plus généralement, on arrive à des 3 microns et jusqu'à 13 microns. Donc ça paraît grossier, mais ça ne l'est pas du tout. Quand on passe la main sur ces surfaces, c'est complètement hallucinant. D'autant qu'il ne faut pas oublier que si on voulait faire un tracé, un transect sur les roches, on aurait des moyennes qui seraient beaucoup plus tordues du fait qu'on a plusieurs milliers d'années d'érosion derrière. C'est-à-dire que le temps passe, mais les minéraux évoluent aussi dans le temps. Ils se dégradent avec l'humidité de l'air, les sels, les chlorures, les sulfates, etc. Ce qui fait que ça crée parfois de croûtes, etc. Et ça abîme ces roches-là. Donc il faut quand même aller sélectionner les meilleurs endroits qui sont des points de référence pour ces polissages sur ces parois. Et donc on arrive sur des polissages absolument incroyables. Mais attention, c'est que si on reprend le polissage de la Grande Pyramide, malheureusement on n'a plus le calcaire est très fragile, on n'a plus le polissage d'origine, mais ce qu'on sait, et quand on compare les différentes pyramides, ou ce qui reste des parements encore en place, on voit des surfaces qui sont planes, vraiment planes. Et quand on voit donc 136 mètres, enfin, combien fait en diagonale ? 139 aujourd'hui. 139 mètres, parfaitement lisse. Waouh, quand même, hein. On n'est pas avec du bitume, on est vraiment du sculpté, poli, anciennement taillé. Quand on va à Barabar, c'est du calcaire qui est lisse, et c'est pire encore, parce qu'au lieu de prendre des risques en altitude, on prend des risques enfermés, avec une seule ouverture qui est la porte et qui n'est pas très haute, et on se demande comment les gens qui travaillaient là-dedans travaillaient dans des conditions d'éclairage quasi nulles, avec des risques de silicose à 98%, plus pour ceux qui devaient travailler sur les alignements, une vision extrêmement réduite. Et bref, ça pose des questions et on les verra dans le film. Il y a des choses à traduire, là, je ne sais pas si vous avez tout compris. Quand il parle de 1 micron d'écart sur le granit, ça veut dire que c'est plan comme du verre. Donc vous touchez une vitre et voilà, c'est des grottes qui ont été taillées à l'intérieur de grands rochers. Quand il parle de silicose, c'est une maladie qui est due aux poussières, parce que quand on polit le granit pour l'avoir en miroir comme ça dégage, c'est comme de la fumée, c'est des poussières très très fines. Et si on les respire, à bout d'un moment, on y passe, quoi. Et comme il y a des voûtes aussi, on peut se poser la question de savoir, quand ils polissent les voûtes, comment ils font pour se protéger les yeux. Enfin, c'est tout bête, mais on est dans le noir déjà. Si on met des torches, ça prend l'oxygène, plus la poussière. Enfin, ça devient vite des conditions qui sont impossibles. Et qui sont les mêmes que, par exemple, celle de la chambre souterraine de la Grande Pyramide, qui se trouve à 30 mètres sous terre, mais au bout d'un couloir qui fait une centaine de mètres de longueur et qui est orienté à 26 degrés. Et là, on se demande comment les gens vont travailler tout au fond, comment ils sortent les matériaux, tout ce qu'ils vont excaver, parce que vraiment, il faut y aller et faire ce couloir pour se rendre compte de la difficulté. Donc, comment y respirer, comment y éclairer, puisqu'il n'y a pas de marque de suie, par exemple. Et il y a plein de questions comme ça, très pratiques aussi, qui viennent s'ajouter à tout ça. Donc en fait, tous ces éléments vous font dire qu'il y a une technologie qui n'était évidemment pas celle des torches et du burin et du « Inch'Allah, je vais faire tout droit », qui était employée pour élaborer en plus cette similitude qu'on retrouve dans plein de sites à travers le monde. On pourrait dire lumière Aziz. Ça fait référence à un film que certains doivent connaître, avec en fait un éclairage par miroir, peut-être. Mais ça reste quand même sacrément insuffisant quand on ose imaginer le nombre de personnes nécessaires pour réaliser les œuvres et évider, polir, etc. C'est complètement insensé. C'est comme si on disait en fait que la Tour Eiffel a été faite par des enfants et que c'est un devoir de fin d'école. Voilà, c'est un peu ça. Vraiment, hein, quand on regarde tout, c'est vraisemblablement il y a au moins 100 ans, voire 150 ans. Ça paraîtrait plus raisonnable pour la Grande Pyramide, hein, chantier de construction. Durée la durée de la grande... je ne sais pas. Oui, la Tour Eiffel, c'est 2 ans, 2 jours, 2 ans, 2 mois, 4 jours. Ça on le sait. Mais pour le reste... Mais pourquoi est-ce que l'exploration de ces questions qui sont manifestement observables partout,
toute personne rationnelle qui va sur le terrain. Pourquoi elles sont si polémiques ? Pourquoi est-ce que ça pose tellement de problèmes de se dire oui, il y a vraiment un problème quand même. C'est une lutte contre le crétinisme. C'est une lutte. On doit revoir l'éducation nationale en France. Je veux dire, il y a des choses qu'il va falloir remettre à plat. Pour remettre à plat, allez voir les pyramides. Là, ils savent faire. Donc, non, simplement, c'est que ça soulève des tas de problèmes de base. C'est-à-dire peut-être qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Aujourd'hui, on fait des tas de théoriciens, on fait des tas de choses comme ça, mais on n'a plus de gens pragmatiques. Les métiers de l'artisanat tombent, donc on a une mémoire qui fout le camp, et ça, c'est absolument regrettable. Les quelques sculpteurs qui restent peinent à vivre, alors que eux pourraient peut-être éventuellement, et certains l'ont fait, nous apporter des éléments de compréhension. Mais même eux, et de même les grands architectes qui ont construit le pont de Millau, qui ont construit la pyramide du Louvre, et d'autres, on l'a montré dans le film, sont des gens qui se posent, en fait, sans se le dire, mais les mêmes questions que nous. Comment est-ce possible ? On sait qu'aucune grue aujourd'hui n'est capable de soulever de tels blocs à une telle altitude. Même les hélicoptères ne pourraient pas transporter certains blocs, ils sont beaucoup trop lourds. Oui, mais Eric, quand on croit en Dieu... Non mais à un moment c'est ça, non, c'est ça. C'était pour la gloire du roi, donc incarnation de Dieu sur terre. Donc à ce moment-là, on fait des pyramides. Mais il y a aussi un regard, enfin c'est les gens qui arrivent en disant voilà 2 millions de blocs, ok, ça c'est fait. La chambre haute de la Grande Pyramide, 1300 tonnes de granit qu'on est allé chercher à 900 km, ok, pas de problème. Et ainsi de suite quoi. Il y a une espèce de froideur. Bon, ils avaient quoi comme outil, c'est ça, bon ça doit être possible. Mais le type qui fait ça, il a jamais à mon avis même pas taillé un crayon pour pouvoir dire que c'est possible de le faire comme ça. Et le problème, c'est à un moment il y a aussi comment on le regarde. Parce que moi, à la base, je ne savais pas, si on pose la question dans la salle, est-ce que vous savez quelles sont les plus lourdes charges qu'on peut lever et comment on fait pour les lever ? Moi, je n'avais pas la réponse à cette question. Il faut aller demander aux gens dont c'est le métier. Et il y avait une personne qu'on avait interrogée qui était à l'usine de granit à Laval, où d'ailleurs il était un peu mal, parce que dès qu'on commence à présenter l'Égypte en demandant et en posant des questions, les gens se disent « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire dire ? Ils vont me faire parler des extraterrestres ». C'est toujours la chose qui arrive à fond. Je vais me retrouver piégé dans un truc, ma vie est foutue, il faut que je me taise, j'arrête l'interview. Enfin, et lui, en fait, il me dit, je lui ai demandé quelle était la pierre la plus lourde qu'il ait transportée. Il me dit « Oh, voilà, on a fait un convoi exceptionnel, ça a duré 3 semaines, il fallait river le camion sur le sol pour sortir le bloc. » Et il parle, je dis « Oui, mais combien ?» Il me dit « Mais 50 tonnes. » Et lui, pour lui, 50 tonnes, c'était énorme. Et nous, on avait 200 tonnes, 300 tonnes sur le site de Gizeh il y a 5000 ans. Et là, il y a des gens qui disent peut-être fait un palan, voyons voir. C'est hallucinant. Il y a un moment, voilà, ça vous fait rire. Mais il y a des gens, ça ne fait pas rire du tout. Pour eux, oui, ils ont fait un palan. Voilà, quel est le problème ? Et il y a une approche, il y a un manque de curiosité. Moi, j'étais très surpris parce que j'étais pas par rapport aux scientifiques. Pour moi, les scientifiques, c'était des gens d'abord qui n'avaient pas de préjugés, qui n'avaient pas d'a priori. Ça me semblait la base, et qui ensuite étaient des gens qui avaient, je veux dire, quand ils n'avaient pas les réponses, ils n'allaient pas en inventer. Et je me suis rendu compte que non, en fait, les scientifiques sont des gens comme nous, comme nous tous, avec leurs qualités et leurs défauts. Il y en a qui ont beaucoup plus de culture que d'autres. Le disque dur est mieux rempli, voilà, ils ont une plus grande collection de choses. Et après, c'est la manière dont on le fait fonctionner. Et puis, au bout d'un moment, on en vient à plus se poser de questions. Je veux dire, à notre époque, on s'émerveille de choses totalement banales et on ne s'émerveille pas devant des choses qui sont extraordinaires, qu'on banalise complètement. Et c'est ça, on a un peu perdu. Et moi, je conseille à tous, je vais faire de la pub pour un film, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film de science-fiction qui était sorti en France et qui avait un nom raté qui s'appelle Planète Stupide. Mais en fait, ce film, dans sa version originale, s'appelle Idiocratie. Un film de science-fiction américain. Les Américains font parfois des petits bijoux et des petits chefs-d'œuvre en termes de philosophie. Et si vous voyez ce film, vous comprendrez un peu mieux la situation. C'est 2 personnes, 2 imbéciles de notre époque qui se retrouvent en hibernation pour une expérience qui doit durer 1 an et finalement on les oublie parce que ça se perd, ils se perdent dans les décombres et ils vont se réveiller 500 ans plus tard et 500 ans plus tard ça devient ces 2 imbéciles les personnes les plus intelligentes de la Terre à ce moment-là. Et rien que ça, mais vraiment, ça permet de prendre du recul sur la société et de se rendre compte comment parfois on réfléchit plus du tout. Et
Je vois le temps qui passe. Là, j'ai deux questions en fait qui me viennent à l'esprit. La première, c'est souvent une qui doit être avancée par pas mal de vos confrères, de dire oui, mais s'il y avait des civilisations comme ça, on retrouverait des traces, on trouverait quelque chose. Comme si tout d'un coup des météorites mettaient fin à l'humanité. Je pense que des bouts de Tour Eiffel continueraient à être détectables dans 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'on trouve rien? Enfin, on trouve Göbekli-Tepe, mais... Ça, je l'ai vu, et toi, Eric, je peux dire quand même, j'ai vu ça dans un documentaire qui était un documentaire qui devait débunker le mot à la mode, hein, tous les pyramidiaux. Parce que voilà, en plus, dès que vous posez des questions, vous donnez un pyramidio ou voilà, quelqu'un qui s'occupe de ça. Donc pyramidio, ça veut dire quelqu'un qui s'intéresse aux pyramides, mais qui n'est pas voilà, un idiot, c'est un mot composé oui. qui veut dire un idiot qui s'intéresse aux pyramides. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je suis et très fier de l'être. Et donc, il y avait cette personne-là qui était sur le plateau de Gizeh. Et en arrière-plan, il y avait les pyramides, donc surtout la grande pyramide. Et il disait, mais quand même, si une civilisation nous avait précédés, elle aurait laissé des choses sur la planète visibles, non? Et on ne trouve rien. Et il avait derrière lui une pyramide de 140 mètres de haut, qui est la chose la plus grande qu'on ait construite sur la planète. Mais vraiment, hein. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur ça. Il avait ça derrière et... Voilà, c'est juste une question de regard, quoi, en fait. Vous l'avez l'image, c'est là. Et je vous mets au défi d'y trouver des poubelles. Des poubelles, c'est-à-dire? Où sont les déchets? Où sont les burins cassés? Où sont tout ce qui... Ah bah oui, ils ont tout balayé dans la chasse d'eau plus bas, là, dans le Nil. Non, parce qu'on le retrouverait néanmoins dans le Nil. Et l'accumulation des déchets liés au travail général, où sont-ils passés? Non, mais après, pour être plus trivial, hein, ces ouvriers travaillaient, ils buvaient, ils mangeaient. Donc ça entraîne nécessairement des sorties du corps de matière qu'il faut aller déposer dans certains endroits. Le Nil est loin, enfin, le type va pas s'arrêter de travailler et partir 10 km dans le désert pour faire ses besoins, quoi. Et on est sur un plateau calcaire, on a soi-disant des 15 000 personnes qui travaillent. On a tout entendu, hein, 100 000, mais là, ça descend à 15 000 personnes qui travaillent sur le plateau. Où sont les traces, géologiquement parlant? C'est des produits acides, ça devrait... Hein, je ne raconte pas de bêtises. Donc ils ont retiré les toilettes sèches, j'espère. Ils ont retiré les toilettes après, quoi. Ou alors on serait trempé, les puits Osiriaque, vous savez, c'est plus tardivement, les puits donc, qui étaient creusés jusqu'à 60 mètres de profondeur, et on mettait un sarcophage en bas. Ou alors l'archéologie se trompe, en fait le sarcophage était... La cible. Et, enfin bon, bref. Non, ne riez pas. Mais donc ça veut dire par exemple que la construction des pyramides est bien antérieure à la date qu'on imagine, et que donc les petits cacas des constructeurs, ils ont eu le temps de se disparaître complètement? Oui, ou peut-être que c'était une civilisation qui ne faisait pas caca. Comment on en est arrivé là? Je sens que après 2 heures de... Oh mon Dieu. Je sens qu'on a gagné le public. Et comme l'archéologie, c'est quand même la science des poubelles, l'air de rien, nous ne faisons que ça, c'est nettoyer les poubelles qui restent sur les sites. Et c'est grâce à ça, grâce à ces erreurs de l'humanité et de la nature, que nous, on peut reconstituer, donc repartir en marche arrière, enfin jusqu'à une zone raisonnable. Hein. Mais est-ce que, ma dernière question, c'est est-ce qu'on ne déplace pas d'une certaine manière le problème en disant, bon, bah, effectivement, c'est pas les Égyptiens, c'est peut-être pas un tel, mais c'est remonté à 13 000 ans en arrière, ou plus encore, mais sans avoir non plus la queue de la moindre idée de comment ça a été fait, non? Alors ça, si Eric, en travaillant dessus, retrouve des méthodes qui peuvent avoir été employées. Alors après, les outils sont, à mon avis, pas du tout ce qu'on suppose. Il faut plus voir de l'outil portatif, du Black & Decker, voilà, portatif, avec une forme d'énergie. Maintenant, il y a une dimension philosophique, spirituelle derrière tout ça. Parce que là, si cette hypothèse est avérée, et si beaucoup de ces sites, parce qu'on a parlé de la Grande Pyramide, mais il y a Göbekli Tepe, enfin, il y en a plein d'autres sur la planète, qui s'inscrivent dans quelque chose d'extraordinaire. Simplement, les perspectives, c'est qu'on est sur des points particuliers de l'écorce terrestre. Nous, on va parler dans le prochain film d'un équateur. C'est une chose qui était dans la révélation des pyramides, mais tout est beaucoup plus développé dans le prochain film. On a un équateur incliné sur la Terre qui réunit un certain nombre de sites anciens majeurs du passé de notre planète.
Cet équateur croise la Terre et l'écorce terrestre à des endroits qu'on appelle des points de discontinuité de l'écorce terrestre. C'est, pour faire simple, les points où ça a le plus de chances de se casser la figure, et c'est justement là qu'on vient construire, avec des méthodes antisismiques. Ces points-là, on en récupère quelque chose, à mon avis, nécessairement, puisqu'en plus, on vient y placer des pierres particulières, et c'est peut-être la raison pour laquelle on va chercher du granit à 900 km et qu'on fait une chambre haute de granit dans la Grande Pyramide à cet endroit-là, et pas simplement parce que le roi a dit « Tiens, j'aimerais bien du granit ». C'est deux manières, deux approches de voir les choses. Mais la pensée de ces gens-là, on peut la déduire en regardant leur architecture, comme on pourrait tout à fait déduire notre pensée moderne en regardant notre architecture, et voir la manière dont on construit. Est-ce que certains endroits, nous, dans l'Occident, on construit de manière beaucoup plus carrée, avec des angles, que les peuples qui sont plus proches de la nature, qui construisent avec des formes arrondies. Donc tout ça, ça dénote des choses. Et puis d'ailleurs, les architectes s'amusent aussi dans leurs œuvres à raconter une histoire, en disant je fais un bâtiment qui s'élève vers le ciel, qui va être vrillé par exemple, où on voit les plus grosses expériences dans des villes comme Dubaï, où les gens peuvent se lâcher et faire des immeubles qui donnent. Il y a une démarche, il y a un vrai positionnement. Donc là on arrive à comprendre la personnalité de ces fameux bâtisseurs, mais derrière ça va encore plus loin, et non seulement on suppose qu'ils nous parlent, mais ils ne font pas que nous parler, ils nous enseignent. Et c'est là que je sais que c'est très difficile à prendre comme ça, à recevoir comme ça, parce que c'est vraiment un cheminement de la pensée, et petit à petit ça devient évident. Et quand on verra l'approche mathématique de la Grande Pyramide, et notamment de la chambre haute, là on retombe dans l'exemple de la plaque pionnière tout à l'heure, et il y a vraiment quelque chose à comprendre avec ça. Et puis construire, c'est très bien. Aujourd'hui, on réussit des prouesses technologiques absolument insensées, mais je me pose le problème sur la durabilité de ces immeubles. On sait que les bétons tiennent 40 ans aujourd'hui. Vous achetez une maison, dans 40 ans, vous pouvez la coucher. Hein. Donc, imaginez un immeuble d'1 kilomètre de haut, avec du verre, avec des câbles, etc. Ça va durer combien de temps ? Je pense que les pyramides seront là pour rire encore dans 4500 ans. Il n'y a aucun problème. Hein. Je pense que parmi les derniers monuments qui subsisteront dans le monde, s'il y avait un énorme cataclysme, il ne resterait que la Grande Pyramide. C'est le plus bel exemple d'architecture, d'humilité, d'utilisation des mathématiques, de la logistique, de la pensée humaine, etc., qui puisse exister. Et pourtant, c'est si simple. Patrice, le mot de la fin, est-ce que... Oui, c'est un bon mot de la fin, mais vous êtes deux, donc il y a deux mots de la fin. Intuitivement, là, votre petite idée sur la raison de cette pyramide, c'est quoi ? Elle sert à quoi, en fait ? On se lâche, là, hein, allez. On se lâche, allez. Comme ça, vous penserez pendant des mois que je suis complètement dingue, et puis le jour où vous verrez le film, vous direz « Ah, bah peut-être, ouais ». Je pense que c'est pas nos... Je pense que ça a été construit par une civilisation qui n'est pas une civilisation qui nous a précédés, mais qui pourrait presque être, d'une certaine manière, une civilisation, presque nos parents. Non. Nos parents. C'est difficile à... je vais aller loin, hein, je vais aller très loin, mais volontairement. C'est presque comme si on avait anticipé et qu'on s'était dit comment faire pour que la prochaine civilisation ne fasse pas les mêmes erreurs que nous. On sait par quoi elle va passer, c'est ça qui est assez incroyable. On sait comment elle va se développer, exactement comme on sait qu'un enfant va d'abord être à quatre pattes, et puis ensuite il va être propre, puis ensuite il va marcher, puis après il va y avoir le langage. Ben là c'est un peu pareil, c'est comme si des gens étaient capables d'anticiper les étapes d'évolution d'une civilisation. On a dit qu'on allait loin, on est au conditionnel, tout va bien. Et donc là, c'est comme si quelque chose était attendu. C'est comme si nous, en tant que civilisation, on avait un défi à relever. Et que si on ne fait pas ces choses-là, alors je pense que ça ne sera pas la fin de la planète, parce qu'on dit souvent qu'il faut sauver la planète, mais la planète, elle s'en fiche. C'est plutôt l'être humain qu'il faut sauver. Et là, je pense que la question au bout de tout ça, et c'est ce qui fait l'importance, et c'est ce qui fait que moi j'ai consacré jusqu'à maintenant 18 ans de mon existence, c'est justement que je pense que ce qui est au bout, c'est le fait que notre civilisation va devenir adulte, enfin, et arrêter de se comporter comme une adolescente, parce que là,
C'est ce qu'elle fait. Elle méprise la parole de ses anciens, elle pense qu'elle est immortelle, qu'elle peut faire ce qu'elle veut comme elle veut et qu'elle a raison sur tout le monde, et elle se fiche des lendemains. Ouais, on a tous été adolescents, c'est ce que c'est une étape obligatoire. Après, il faut devenir adulte. Devenir adulte, ça ne veut pas devenir triste, hein, mais ça veut dire devenir responsable. Et il est temps que notre civilisation devienne responsable, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, je pense que c'est ce qui est attendu et c'est ce qui est indiqué là-dedans. Wow, ça c'est un bon mot de la fin. Il faut que je l'applaudisse. Merci. Oui. Bon, on a parlé de la sonde Pionnier, on a parlé des mathématiques. Moi, je pense que la grande pyramide, ou les grandes pyramides, ont été construites comme des mémoires des mathématiques, de la philosophie, qui doivent être transmises sur des millénaires. Aujourd'hui, tout ce qu'on construit, même tout ce que nous avons en informatique, peut disparaître en une seconde avec certaines bombes, etc., magnétiques. Elle est là pour que perdure l'idée que l'on peut se faire de l'humanité. Tout ce que nous créons aujourd'hui, c'est de la consommation, ça c'est un grand mot, mais moi je pense surtout que c'est de la consommation basée sur uniquement du virtuel. Il ne restera rien de nos prochaines générations. Tout ce qui subsistera sera malheureusement sur le plateau de Gizeh. Merci beaucoup à tous les deux.